Bonjour ou rebonjour, vous êtes dans les experts Parole de leader. Je suis Philippe Belgrand, podcasteur et également donc producteur de podcasts audio-vidéo et je suis accompagné aujourd'hui de mon invité Quentin Sellerier. Voilà, et on va parler effectivement un peu du développement, alors justement du business. Là, on a fait dans la partie 1, si vous n'avez pas écouté cet épisode, je vous invite à le découvrir où Quentin nous présente un petit peu son parcours professionnel de façon en brièveté. Par contre, là, on va rentrer dans le dur avec justement comment on peut développer un business sur Internet, comment on devient un infopreneur, comment on peut optimiser, je dirais, effectivement son champ fiscal pour payer un peu moins d'impôts avec son entreprise, et puis plein de choses qui vous intéressent et où vous posez des questions. Alors, rebonjour Quentin, Rebonjour, toujours un si tu plaisir. m'entends bien. Voilà, impeccable. Impeccable. Et puis donc on va revenir donc sur la partie justement Internet. Alors toi Internet, tu découvres en fait comment, en quelle année et tu es sous quel type d'ordinateur? Tu es plutôt Mac, plutôt PC, quel type d'OS par exemple? J'ai toujours été, à partir du moment où j'ai fait du business sur Internet, j'ai toujours été sur Mac. Et à partir de quel moment je découvre, je dirais, après avoir été rentier IMO, donc je dirais quelque chose comme que je découvre. Alors, je découvre pas Internet, mais le business Internet dans lequel je commence vraiment à m'intéresser, peut-être 2016-17, quelque chose comme ça. 2016-17, alors ouais, et ben écoute, ça doit être Vista, non? Ou Seven? Ou le Alors 8 là, aucune peut-être, idée. au niveau de Windows? D'accord. Aucune idée, moi j'étais Tu sous sous Mac. Mac, tu m'as Donc, dit, ou PC? Ah oui, d'accord, donc non, non, c'est j'ai un tout le temps iOS été sur alors. Mac. OK. Ouais. D'accord. Donc tout le temps sur Mac, j'ai eu un MacBook Pro, je l'ai gardé 6 ans et j'ai dû changer il y a pas longtemps. Mais tout le temps sur Mac. D'accord, et tu te rappelles un petit peu de tes premières impressions, de tes premières réactions, les premiers sites que tu as consultés? Les premiers sites que j'ai consultés sur Internet pour le business, c'était pas vraiment des sites, ça a souvent été du contenu YouTube ou peut-être un petit peu des livres. Et à l'époque, il n'y avait pas tant de monde que ça, hein. Déjà, c'était l'époque un petit peu d'ailleurs, il existe toujours, de Olivier Roland. C'était lui qui parlait beaucoup de business Internet, etc. Donc je dirais, ouais, c'est ça, 2016, dans ces années-là. Donc c'est lui un petit peu. Alors, j'ai jamais pris de formation, j'ai jamais vraiment été fan du personnage, même si je pense qu'il fait du très bon boulot. Mais c'est un petit peu lui que j'ai en tête à l'époque, en tout cas sur YouTube. Ouais, Olivier Roland, pour les gens qui nous écoutent, en fait, c'est quelqu'un qui a commencé avec une petite entreprise dans le domaine du dépannage informatique, si ma mémoire est bonne, et ensuite il a créé une formation qui s'appelait Blogueur Pro. Et c'est Ouais. vrai que bon, il fait partie de tout un écosystème. Il y a le Sébastien le marketeur, etc., qui s'est fait connaître avec un système de séduction où il est passé sur M6, etc. Il y avait Aurélien Amaker qui a lancé ensuite System.io, etc., qui s'est fait connaître avec son blog du côté de la Colombie et autres. Donc, c'est vrai que c'est tout un écosystème, hein, le domaine de ces marketeurs français, infopreneurs de cette époque-là. Au niveau de ton premier business sur Internet, c'est l'acquisition, c'est l'agence d'acquisition ou pas? Ou c'est infopreneur? Non, le premier business sur Internet, c'était l'accompagnement, c'était de l'info, enfin c'était un produit d'information avec de l'accompagnement. Donc ouais, c'était infopreneur plutôt. Tu mets longtemps à trouver, je dirais, ta stratégie, ton processus au niveau du prix, le prix psychologique, celui qui va être en correspondance par rapport entre le besoin et l'offre, pour être en écho au niveau du marché? Alors non, je vais pas être une référence là-dessus. Je pose souvent des prix ronds parce que c'est beaucoup plus facile pour moi en comptabilité. C'est beaucoup plus facile. J'aime bien le prix prestigieux. Par exemple, j'estime que quand on vend quelque chose 3 4 000 ou 12 000 euros, il n'y a pas besoin de mettre 3 497. 3 500 euros, c'est 3 500 euros. Donc voilà. Mais non, souvent alors je sais pas si c'est de la chance ou que c'était pas assez cher ou que c'était le prix juste ou autre, mais souvent j'ai rarement mis du temps. En tout cas, c'est pas sur le prix que je passe le plus de temps. Quitte à augmenter, d'ailleurs, c'est ce que je dis tout le temps. Quand on fait de la vente, ça peut être pas mal d'augmenter ses prix toutes les 10 ventes. Et puis au bout d'un moment, on va tout simplement trouver un point d'équilibre. J'aime bien, moi, dire on peut augmenter son prix toutes les 10 ventes. Et après, ça va s'équilibrer tout seul. On va en vendre moins. Bon, ben, on rebaisse, etc.
D'accord. Ouais, donc tu as fait la stratégie, en fait, je commence par un prix, je vois ce que ça donne. Si quelque part les gens effectivement «mordent à l'hameçon» entre guillemets, c'est-à-dire effectivement, est-ce que ça correspond à ce qu'ils ont dans leur portefeuille? Ou, voilà et je vais effectivement corriger au fur et à mesure, pour voir si mon offre, bah, le contenu correspond, oui, s'ils sont attirés, mais est-ce qu'ils ont les moyens de pouvoir acheter, quoi? Bah, de toute façon, c'est les 2 phrases que j'aime bien, c'est, enfin, il y en a 3, c'est soit c'est pas le bon prix, mais c'est parce qu'on n'a pas assez d'offres. Un livre, ça peut être 10 euros, une formation, ça peut être 500 euros, un accompagnement, ça peut être 3 000 euros, une offre Done for You, ça peut être 15 000 euros. Donc, on peut avoir différentes offres. On peut s'adresser à 10 clients différents. Il n'y a rien de péjoratif, mais on va pas pouvoir vendre la même chose à quelqu'un qui est au RSA, quelqu'un qui est millionnaire. Et la dernière chose que j'aime bien dire aussi, c'est si c'est pas vous-même qui fixez votre valeur, c'est le marché qui va vous la fixer. Donc c'est important aussi de fixer une valeur, un prix. En fait, moi je trouve qu'il faut fixer un prix avec lequel à la fois on est à l'aise et à la fois on n'est pas bénévole. Sinon, si le prix est trop élevé, on va stresser. Si le prix est pas assez élevé, on va pas être assez impliqué. Donc en fait, le prix, moi psychologiquement, j'essaye de le mettre juste pour tout le monde, juste ce que j'estime. Voilà. C'était du prix plein, c'est-à-dire automatiquement ou tu pouvais payer en 4 fois, en 3 fois, J'ai jamais fait de paiement en plusieurs fois, j'en ferai sûrement jamais. D'accord. Tu Alors sur tu, les acomptes, par exemple, ouais. si j'ai ouais, actuellement j'ai des services qui durent à peu près 15 jours sur de la mise en place, de la structuration en fiscalité. Je fais un acompte de 50%, l'autre acompte une fois que c'est terminé, donc 15 jours plus tard. C'est-à-dire que la personne paye une partie, moi je fais tout le boulot et après elle paye une autre partie. Mais je suis pas forcément, et pour avoir différentes raisons, je trouve que plus il y a de... Enfin, en tout cas, actuellement, avec mes offres, ça marcherait, enfin, ça marchera pas. Je le vois, j'ai eu fait des appels gratuits. Tous les appels gratuits que j'ai fait, personne n'a acheté. Les gens sont en retard, les gens ne se pointent pas. Les gens qui ont payé ne serait-ce que 60 euros une consultation, eh ben, la plupart du temps, ils achètent derrière. Donc, je dis pas que c'est pas bien, mais en tout cas, moi, je suis pas forcément pour. Par contre, attention, ce qu'il faut aussi dire, c'est que moi, quand je paye une prestation, je paye toujours en avance. Par exemple, des monteurs vidéo, je les ai payés 6 mois avant. Je déteste payer en plusieurs fois. Voilà, j'accepte aussi de payer en une fois et Ouais, mais déteste avoir des dettes. je pense que c'est important ce que tu dis pour les gens qui nous écoutent parce que c'est le fait de se responsabiliser. C'est-à-dire que quand tu payes quelque chose, tu te responsabilises. Et quelque part, tu t'engages à pouvoir effectivement non seulement te responsabiliser, mais surtout à t'engager dans l'action et non pas dans la procrastination. C'est-à-dire que bon, tu peux effectivement suivre un truc gratuit et à partir de ce moment, la personne bah, va te donner effectivement de la valeur, etc. Et puis bon, ok, bah, tu vas mettre ça dans un coin de ta tête, mais tu vas pas passer à l'action. Tandis que quand tu as payé, bah, tu dis ouais, bah là j'ai payé, donc il faut peut-être bien que d'une certaine manière que j'arrive à rentabiliser un petit peu ma dépense, quoi. Ouais, et puis moi je trouve que c'est bien des deux côtés. Par exemple, alors peut-être que j'en referai, mais en tout cas aujourd'hui, moi je ne fais plus d'appels de découverte gratuits. Donc les gens peuvent prendre des rendez-vous avec moi. Ça va être 50, 60, 80 euros. Donc pour moi, c'est pas cher du tout. Mais je trouve que c'est bien parce que d'une, ça implique la personne. Et ce qui est important, c'est que ça m'implique aussi. Moi je me dis, ok, la personne, elle a payé, je regarde bien avant, j'arrive à l'heure, etc. Donc je trouve que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et d'ailleurs, j'ai aucun problème et je le fais à la fin de chaque consultation. Je dis, voilà, si vous n'êtes pas satisfait, je vous rembourse. Ça m'est encore jamais arrivé. Ça m'arrivera sûrement un jour parce que soit j'ai été mauvais, soit quelqu'un de mauvaise foi. Mais je trouve que ça responsabilise tout le monde. Et quand tu as commencé en fait sur internet, tu as commencé toujours tout de suite dans l'optimisation fiscale ou quel était le contenu en fait où tu accompagnais les gens? Alors, je suis désolé, ça a coupé. J'ai pas entendu ce que tu me demandais. Ah, je répète alors, je disais effectivement, quand tu as commencé sur internet en tant qu'infopreneur, en fait, l'accompagnement, il était basé sur quel type de contenu? Tu étais dans quelle matière en fait? Tu étais dans l'optimisation fiscale? Tu étais dans quoi? Dans le business? Dans Non, pas du tout. C'était dans l'investissement immobilier, donc c'était pour que les gens investissent dans l'immobilier, donc que ça soit en immobilier locatif ou en achat-revente. Donc il y avait, à l'époque, il y avait deux formations qui en fait ont quasiment jamais été vendues ou libres en accès comme ça. Mais par contre, les gens, je me suis rendu compte, ce qu'ils voulaient, c'était de la formation plus de l'accompagnement. Donc j'ai créé des offres d'accompagnement, ça durait un an, j'accompagnais les personnes et c'était pour investir dans l'immobilier, soit en achat-revente, soit en investissement locatif. D'accord et donc l'accompagnement en fait, il se situait comment? Il était basé sur une durée de 3 mois, de 15 jours, d'un mois et ensuite tu faisais une supervision? C'est-à-dire que tu regardais un petit peu comment ils avaient évolué? Tu les suivais? Non, c'était un an, donc eux, ils avaient accès aux informations, aux vidéos. Et ensuite, alors là, je me rappelle plus. Je me rappelle plus si je faisais un live tous les 15 jours
je pense que c'était tous les 15 jours, je faisais une sorte de live où on était qu'une douzaine, hein, et je répondais à toutes les questions. Et j'avais fait aussi 2 événements dans l'année où on se rencontrait et où j'avais fait intervenir un petit peu d'autres experts, etc. C'était une sorte de mastermind en fait immobilier, hein, tout simplement. D'accord. Et ensuite, donc alors là donc tu étais sur Mac, tu découvres effectivement le modèle un peu d'infopreneur. Mais ensuite, qu'est-ce qui t'attire sur internet? Où quelque part tu poses ton regard et où ton oreille effectivement se pose également au niveau des contenus? Parce que 2017, 98 Google arrive, 2017 YouTube est déjà bien installé. Donc tu suis un petit peu du contenu dans ce que justement dans la forme d'accompagnement que tu fais pour pouvoir te proformer. Tu essayes d'être toujours à la page. Tu suis des gens effectivement qui sont déjà Non. un peu plus au-dessus de toi de façon à te challenger. À l'époque, je me focalise pas vraiment sur le business internet. C'est parce que j'ai encore mon boulot de kiné où je garde mon boulot un petit peu à mi-temps. Faut pas oublier que j'ai 45 appartements en gestion locative. Je suis marchand de biens et je fais l'accompagnement. Donc en vrai, je j'ai pas le temps. En tout cas, et puis je fais pas mal de sport aussi. Je fais pas mal de voyages, donc mon temps est bien rempli. Et donc, je prends pas le temps ou j'ai pas envie, je sais pas, peut-être les deux, mais de consommer du contenu YouTube Internet. Aujourd'hui, je le fais par exemple tous les jours. Je sais pas si je me force parfois. Enfin, je me force pas, c'est un plaisir, mais je regarde une vidéo Internet ou une formation business quasiment tous les jours. Mais à l'époque, non, pas vraiment. À l'époque, on va dire le business Internet, c'est secondaire. Et puis après, c'est là où l'agence d'acquisition client et ce que je fais aujourd'hui, je me suis dit c'est quand même génial parce qu'avec ça, je peux bosser avec mon ordi, je peux bosser d'où je veux, quand je veux, etc. Donc ça m'intéresse. D'accord. Et à cette époque, pour les gens qui nous écoutent, justement, qu'on plante un peu le contexte, tu vis seul, je veux dire, t'as des enfants, voilà, une journée type de travail, ça correspond à quoi? Tu te lèves à quelle heure? Tu te couches tard? T'es plutôt fêtard? Voilà, tu participes à des cocktails de bienvenue, des choses comme ça, à des parrainages, tu vas dans des événements, Alors je vais rarement, voire jamais dans des événements. Je suis pas un gros fêtard, mais je fais la fête quand il faut. Mais je suis pas vraiment un gros fêtard. Alors une journée type à l'époque, j'ai envie de te dire, ça va être, je me lève le matin, je vais bosser en kiné. Et puis comme je bossais à mi-temps, j'attaque pas très très tôt, mais j'avais pas mal de trajets. Je finis la journée assez tôt. Et après, je faisais beaucoup de sport aussi. J'en faisais, et là j'en fais encore, des Ironman, donc je fais pas mal de sport. À l'époque, peut-être 10, 12, 15 heures par semaine de sport. Et puis après, j'ai aussi un peu ma gestion immobilière. Alors la gestion locative prend pas de temps, mais marchand de biens, ça prend du temps. Rechercher, il y a toujours un truc à faire chez le notaire avec un agent immobilier. Et le soir, souvent, oui, c'est le moment où là, je lis, où je prends du temps, peut-être pour regarder des vidéos YouTube, même me détendre, etc. Et c'est marrant parce que ça me fait penser que les journées sont plus du tout pareilles. C'est presque l'inverse aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était comme ça, quoi. Voilà, pour faire simple, une journée type. d'accord. Et à cette époque-là, donc tu es célibataire, tu es en couple, comment ça se passe? Comment Oui, ta compagne pardon, ou la ouais. personne qui est la plus proche de Célibataire et pas toi d'enfant, ouais. voit un petit peu ton parcours? À l'époque, j'étais célibataire et pas d'enfant. Alors, j'ai été aussi à une période avec Flore qui, elle, a travaillé d'ailleurs dans mon entreprise de marchand de biens. Et puis après, on s'est séparés. Et c'est là aussi où j'ai pris quelques prises de conscience, c'est qu'elle me disait, tu travailles pas tout le temps, enfin tu travailles pas beaucoup, mais en fait tu travailles tout le temps. C'est-à-dire qu'elle me disait parfois les week-ends ou le soir, tu jettes toujours un petit coup d'œil sur tes mails, sur ton téléphone, WhatsApp, etc. Et ça, c'était un petit peu pénible pour elle. Et donc maintenant, j'essaye de faire attention à ça. C'est ce que je dis tout le temps. Moi, je dis soit je travaille jamais, soit je travaille tout le temps. C'est une question de point de vue, c'est à vous de voir. Moi, j'ai pas l'impression de travailler tout le temps, mais en fait, j'aime bien travailler le week-end, j'aime bien travailler le dimanche soir, des choses comme ça. Donc non, non, après, dans l'ensemble, je suis, et d'ailleurs encore aujourd'hui, célibataire sans enfant. Ouais, moi, tu vois, ma compagne me dit la même chose que ce que tu dis là. C'est-à-dire que je pense que c'est des gens hyper actifs, ça. C'est-à-dire qu'on a des espèces de fulgurance au niveau de la tête. Et voilà, on a une fulgurance, il faut que d'une certaine manière, paf, 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 on passe à l'action tout de suite, on modélise, etc. Et c'est infernal pour l'autre parce que, bon, là maintenant, en plus, elle est entrepreneur. Donc maintenant, elle a son agence web et son agence digitale. Bon, je lui ai donné un peu les codes d'Internet, etc. pour évoluer. Mais c'est vrai que au départ, tu vois, on n'est pas conscient du truc, quoi. On n'est pas conscient comment, d'une certaine manière,
dire, on est vampirique par rapport à l'autre parce que quelque part, en fait, oui, on va regarder nos mails, on va regarder les réseaux sociaux, on dit: «Oh bon non, attends, j'en ai pour un petit quart d'heure, j'en ai pour une petite demi-heure» et cetera et puis en fait, tu as 2 heures qui sont passées dans la vue, quoi et pour l'autre, c'est un Ouais. enfer, quoi. Et puis quand c'est une nana qui te dit ça, bon, tu te remets pas en question. Quand c'est deux ou trois, tu dis ok, bon, ça vient de moi le problème là. Ouais, c'est clair, là, tu commences à prendre conscience, ouais. Mmh mh. Tu nous Ouais. parlais d'Iron Man pour les gens qui nous écoutent, je pense que ça n'a rien à voir avec le héros. Ouais, tu m'as entendu, Quentin? Ah, alors où est passé Quentin? En attendant, bah, Allô? je vais meubler, hein. Oui, tu m'entends bien, ça va? Ça a sauté. Ouais, je suis revenu, D'accord, mais ça c'est a ça la sauté. campagne, c'est l'Auvergne. Voilà, c'est Non, ça. mais Je disais là, est-ce que tu effectivement, m'entends bien? pour les gens qui nous écoutent, tu nous parlais effectivement du mot Iron Man. Pour eux, ils pensent Ouais. à un héros. Qu'est-ce que c'est que l'Iron Man au niveau sportif? Ouais, c'est un triathlon longue distance, très longue distance. C'est 3,8 km de natation, 180 km de vélo et un marathon. Pour la petite histoire, c'est l'Ironman, c'est parce que c'est un nageur, un cycliste et un coureur qui ont voulu se comparer. Et ils ont dit, celui qui gagnera, ça sera l'homme de fer, l'Ironman. D'accord. Mais ça, c'est quelque chose de très, très profitable aussi pour l'entrepreneur. Parce que ça veut dire que tu commences, en fait, sur un départ et il faut que tu arrives à l'arrivée. C'est-à-dire que ça t'amène à avoir de l'endurance, ça t'amène à avoir effectivement le second souffle, le troisième souffle de toi-même, quoi. Ouais, alors c'est marrant parce que j'ai écouté des trucs super intéressants sur. Alors c'est valable pour les Ironman, mais aussi pour les ultra trail. Ils expliquaient que la plupart des gens qui font des sports d'endurance, et c'est à mon avis un peu comme les entrepreneurs, c'est qu'ils ont eu souvent un traumatisme ou un truc, ou un besoin de reconnaissance, ou un truc à combler, un truc particulier. Et en fait, tu te rends compte que il y a beaucoup d'indépendants, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font aussi ces trucs. Je crois que par exemple, tu as, comment il s'appelle, Gordon Ramsay, le cuistot anglais super connu, qui fait beaucoup de vélo. Il y en a beaucoup en fait qui font un petit peu les deux. Et alors, ouais, ouais, alors moi ce que j'aime bien, c'est que ça apprend surtout la discipline et surtout ça apprend l'humilité parce que j'ai beau m'entraîner toute ma vie, je gagnerai jamais une course, donc on prend le départ en sachant qu'on va perdre, pour faire simple. Donc ça, on n'est que face à soi-même, donc je trouve ça bien, moi. J'aimerais qu'on aborde aussi un peu LinkedIn, parce que bon, on Ouais, dit que LinkedIn, c'est le réseau effectivement B2B, le réseau professionnel entre professionnels, mais on s'aperçoit que depuis maintenant quelques années, c'est devenu un réseau beaucoup d'influence, un réseau un peu de selfies, etc. ouais, Et il y a beaucoup de gens qui te donnent la fameuse recette magique, etc. Et c'est vrai que moi j'ai écouté une interview de toi avec Sylvain Lepoutre, que je vais recevoir prochainement ouais. dans les experts où on parlera YouTube, eh bien, tu disais justement que quand on te donne une recette magique comme ça, bah toi, ce que tu dis à la personne, montre-moi déjà ce que tu as fait, quoi. Et C'est après, ça. évidemment, on va pouvoir causer, quoi. Ouais, c'est ça, c'est valable pour tout. Moi, je reçois de la prospection toutes les semaines sur, voilà, je t'aide à avoir je ne sais combien d'abonnés Insta. D'ailleurs, les abonnés, suite au passage, j'en ai rien à foutre. Je suis pas influenceur, je suis entrepreneur. Et les gars, tu regardes, ils ont 300 abonnés. Bah, si tu étais vraiment bon dans ton domaine, montre-moi tes résultats. Moi, par exemple, c'est pas de la prétention, mais je pourrais dire, voilà, est-ce que vous voulez avoir du contenu qui performe sur les réseaux sociaux? Et ben aujourd'hui, c'est plus de 10 000 abonnés LinkedIn, c'est plus de 8 000 abonnés Insta, c'est plus de 40 000 abonnés TikTok, c'est plus de 6 000 abonnés YouTube, mais surtout, c'est 350 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà, ça, c'est intéressant. Moi, ce qui m'intéresse en tant qu'entrepreneur, c'est est-ce que tu me fais gagner du temps, est-ce que tu me fais gagner de l'argent? Non, bon, bah, ça m'intéresse pas d'avoir des abonnés, ça m'intéresse pas d'avoir des vues, ça m'intéresse pas d'avoir des likes. Alors, LinkedIn, quand j'ai repris la parole sur le réseau, ça va faire presque 2 ans maintenant, je pense que c'est vraiment le réseau qui m'a permis de redémarrer de zéro. En tout cas, qui m'a permis d'avoir rapidement du chiffre d'affaires et de la conversion. Et aujourd'hui, peut-être que je vais dire une grosse connerie, que dans un an, je vais changer d'avis, mais aujourd'hui, je trouve que le réseau a vraiment perdu en profondeur de contenu, en valeur. Alors, c'est très bien qu'il y ait des selfies, voilà, c'est très bien. Moi, le premier, parfois, j'en mets, mais j'espère, en tout cas, je peux me tromper, ne pas en mettre à outrance et de temps en temps le faire pour imager un propos. Mais j'essaie quand même de conserver une ligne éditoriale où j'essaie de donner de la valeur, de montrer une expertise, etc. Et aujourd'hui, quand j'ouvre mon feed LinkedIn, en fait, je l'ouvre plus d'ailleurs parce que ça m'a un petit peu saoulé. Je trouve que le réseau a perdu. Donc c'est de qualité. D'ailleurs, c'est très bien, ça va se purger tout seul.
Et puis après, ça va redémarrer. Mais moi, je le vois. Alors, c'est sûrement peut-être moi qui y passe moins de temps ou qui suis bien moins bon sur mon contenu. Mais en termes de visibilité, LinkedIn, en l'espace d'un an, j'ai beaucoup, je pense, perdu. Peut-être aussi parce que je me suis moins concentré sur LinkedIn. Mais voilà. Mais par contre, ça peut être un très bon réseau social. Mais contrairement à ce que disent tous les gourous LinkedIn, on peut très bien avoir de la conversion et avec TikTok, et avec Instagram, et avec Facebook, et avec YouTube. Moi, je me rappellerai toujours mon tout premier gros client. On parle d'un contrat à 14 000 euros. Il est venu de TikTok, hein. Ah oui. Ouais, ouais. Donc les gars qui disent ouais TikTok, TikTok, eh ben, je suis désolé. C'est ce que je dis. En fait, pour moi, on pourrait parler de stratégie de contenu, mais pour moi, il faut avoir un réseau social de découvrabilité, c'est-à-dire un réseau social qui potentiellement peut être viral pour que tu sois vu. LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, tu peux très bien avoir un post LinkedIn qui est viral, une vidéo Instagram qui est virale, un reel Instagram viral, un reel TikTok viral. Ça, c'est un premier réseau social. Donc les gens, ils vont te découvrir. Ils vont dire, ah, tiens, Philippe, il fait ça, c'est cool. Ok, maintenant, bon, il est bien gentil, Philippe, mais qu'est-ce qu'il fait vraiment? Et là, ils vont aller voir soit ton blog, soit ton podcast, soit ta vidéo YouTube. Et quand ils auront passé à lire 2, 3, 4, 5, 10 articles, ou 2, 3, 4, 5 épisodes de podcast, ou 2, 3, 4, 5 vidéos YouTube, ils auront passé quelques heures avec toi. Et là, ils vont se faire une idée. Ok, Philippe, c'est un con. Ok, Philippe, il est intelligent. Ok, Philippe, il est pas bon. Ok, Philippe, il est bon, je bosse avec lui. Et après, c'est ce qu'on appelle le réseau social, moi, je trouve le plus important de détention. Typiquement, c'est soit un groupe Telegram, soit un groupe Slack, soit une newsletter, mais là, tu as le mail de la personne, donc tu peux communiquer euh, directement avec elle. Alors moi, selon moi, il faut commencer avec un réseau social viral et une newsletter ou un groupe Slack, etc. Et quand on vise un petit peu le long terme, c'est toujours intéressant, je trouve, de faire du contenu long terme, donc podcast, YouTube, etc. Ça, c'est selon moi la stratégie sur les réseaux sociaux. Mais la découvrabilité, j'en suis désolé, il y en a plein de personnes qui ont forcément vu un jour ma gueule sur TikTok et qui après se sont dit, ah bah tiens, ils ont été tapés Quentin Salarié, ils sont tombés soit sur mon blog, soit sur ma vidéo YouTube, soit etc. Donc voilà mon avis. Pourquoi tous les réseaux sociaux peuvent marcher, réseaux sociaux d'ailleurs. Alors, c'est vrai que dans ce que tu as dit, et il y a pas mal de gens qui effectivement ont un peu ton raisonnement. Il y a une chose que tu n'as pas mentionné, c'est le site internet. Tu as parlé du blog, mais tu Ouais, n'as pas parlé du site. oui. Et c'est vrai que moi, le premier réflexe que j'ai en tant que consultant SEO depuis un peu plus de 34 ans sur Internet, mon truc mon obsession, si tu veux, c'est quand je tombe sur un gourou comme ça, souvent jeune d'ailleurs, hein, 25, 20, entre 25 et 29 ans ou un peu moins sur LinkedIn, c'est d'aller voir les sites. Et en fait, tu vois que sur les sites, il n'y a rien. Il y a pas de, il y a pas de visite, il n'y a pas de popularité, il n'y a pas de contenu au niveau des pages, il n'y a pas de mots-clés qui ressortent, il n'y a pas d'expressions clés, etc. Et en fait, tout est basé sur le domaine, effectivement, du digital. C'est une stratégie. Le top, ça serait bien évidemment de tout faire. Mais moi, par exemple, mon blog, pour moi, c'est YouTube. Mon blog, c'est ma chaîne YouTube. Parce que les gens, il y a des vidéos, il y a des playlists. Alors, je fais des articles de blog, mais c'est sûr que c'est pas référencé. Et d'ailleurs, je pense que le blog, hein, je peux me tromper, mais je pense que c'est quelque chose qui est très, très puissant encore aujourd'hui parce que justement, beaucoup de personnes l'ont délaissé et se sont peut-être tournées vers la vidéo, vers le podcast comme un nouvel Eldorado. Alors que, et tu vas me confirmer ça, hein, je ne suis pas un expert du SEO, mais il n'y a pas besoin d'avoir 1 million d'articles, hein, il suffit d'avoir des bons articles bien référencés, bien notés, etc. Ça me fait penser à, si tu as écouté l'interview de Sylvain, il disait, lui, il avait un gars qui avait fait une vidéo YouTube, qui fait des millions et des millions et des millions de vues et qui lui ramène des clients tout le temps. Il en a fait peut-être une et terminé, il y a un game over. Donc ça se trouve, tu vas faire un article de blog tellement bien référencé que tu vas retravailler, bien placé, ben ça peut ramener. Alors bien évidemment, le top, ça serait de tout faire. Je suis d'accord avec toi. Mais oui, oui. Alors en fait, moi, au-delà même du blog, au-delà même du contenu, en fait, c'est horrible ce que je vais dire, mais je fais abstraction de la forme, je fais abstraction de la gueule, et j'essaie de me dire, ok, est-ce que j'ai appris quelque chose? C'est quoi le fond? Est-ce que cette personne est compétente? Et j'adore aussi le track record, c'est-à-dire, tu veux m'aider à monter un business? Ok. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie à part aider les autres à monter des business? Ok, tu n'as jamais vraiment monté de business. Bon, bah, tu es coach de coach de coach de coach de coach. Ok, c'est très bien. Moi, ça m'intéresse pas. Ok, toi, Philippe, tu fais de la radio, des interviews. Ok, qu'est-ce que tu as fait? Ah, bah, j'ai fait 20 ans dans la radio. Ok, bon, bah voilà, tu as fait. Tu vois, avant d'enseigner aux autres à faire, tu as fait. Et moi, je trouve que c'est important. Alors, c'est ce que je dis tout le temps aussi. Il ne faut pas forcément être un bon footballeur pour avoir été un bon entraîneur ou vice-versa. Mais c'est quand même bien quand tu connais un petit peu le domaine, ou en tout cas quand tu l'as fait vraiment, que tu as mis les mains dans le cambouis pour aider les autres. Ouais, ouais, tout à fait. Pour répondre à ce que tu disais, donc oui, en effet, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de pages. Par contre, il y a besoin d'avoir un maillage. Ouais. C'est-à-dire que il faut avoir une cohérence, une corrélation, une cohésion entre le maillage et que quelque part, effectivement, le maillage est une sémantique. C'est-à-dire que si tu parles de l'IA et puis ensuite que tu vas parler du jardinage, Google, il va plus rien comprendre, quoi. Et par contre, si tu parles effectivement de Quentin dans l'immobilier et puis ensuite que tu parles de Quentin en tant qu'infopreneur et qui
donner des conseils en tant qu'infopreneur dans l'immobilier et ensuite que tu vas parler effectivement de consulting par exemple ou d'optimisation fiscale liée à l'immobilier, là il y a une cohésion. Donc Ouais. à partir de ce moment-là, la page, elle va en renvoyer du jus parce que tout simplement du jus SEO, parce que tout simplement il y aura une profondeur et Google va se dire tiens il y a une autorité par rapport à l'auteur. Donc à partir de ce moment-là, je calcule l'autorité, le domain authority, et ensuite je renvoie effectivement donc le jus SEO à cette page-là. Et si tu crées une autre page, eh bien à partir de ce moment, il va renvoyer du jus du moment que d'une certaine manière qu'il y aura une cohésion, que ton maillage effectivement donc interne ou externe sera cohérent. Et puis la meilleure façon, de toute façon pour les gens qui nous écoutent, hein, si vous voulez vous lancer dans le SEO et que vous n'avez pas de force à votre site, parce que la force c'est souvent les backlinks, bon c'est le contenu bien sûr, mais c'est aussi les backlinks, les liens externes. Si vous voulez avoir des backlinks, il faut faire du link building, c'est-à-dire et non pas du netlinking. Le netlinking, c'est effectivement prendre par exemple un site qui va faire pointer effectivement votre site avec une encre, donc une désignation, un mot-clé qui correspond effectivement à votre activité ou à votre page. Tandis que le link building, c'est effectivement votre contenu qui va donner envie à d'autres de pouvoir effectivement faire des liens vers votre page parce qu'ils l'ont trouvé justement, avec de l'information, ça leur a apporté quelque chose, il y avait une valeur ajoutée au bout, et à partir de ce moment-là, ils vous rendent la monnaie de la pièce comme une sorte de pourboire, une notation en vous disant voilà que votre contenu est pertinent. Ça, c'est le link building. Et après, il y a encore autre chose où tu peux faire effectivement dans les cocons sémantiques, où par exemple, tu as un site en cocon sémantique, donc tu as une page mère, disons piscine, dessous tu vas avoir des pages sœurs, donc qui vont être, ou des pages filles, qui vont être effectivement piscine découverte, piscine à débordement, piscine intérieure, etc. Et à ce moment-là, tu vas commencer à mailler, et à chaque fois que tu vas mailler, tout ce que tu vas mailler va revenir effectivement sur la page mère. Et donc donner de la force à la page mère pour pouvoir effectivement faire remonter ta page mère. Mais autour, tu auras eu tout ton champ lexical qui aura été respecté, appuyé. Et donc, toute la problématique effectivement de ton sujet sera traitée et tu vas couvrir effectivement les résultats de la SERP, quoi. En gros, hein. En gros, voilà ce que ça peut donner. Mais c'est vrai que c'est intéressant, oui, ce que tu disais, parce que la chaîne YouTube, justement, tu l'as créée en quelle année, cette chaîne YouTube? Parce que moi, la mienne, par exemple, elle est de 2008 et je commence à l'optimiser que maintenant, quoi. Elle doit avoir 1 an et demi, moi. Ah ouais. Et là, Ouais. tu as une régularité de vidéos. Par exemple, tu te réserves, par exemple, 4 vidéos dans la semaine, dans le mois, je veux dire. Comment ça se Ouais, passe? je fais en moyenne une vidéo par semaine, mais j'ai aucun problème si par exemple, alors ça m'est pas arrivé, hein, mais si pendant 1 ou 2 semaines j'ai pas envie de faire de vidéo, bah, j'en ferai pas, je vais pas me forcer à faire du contenu. Voilà. Par contre, dans tes vidéos, est-ce que quelque part tu respectes la même durée? Non, À alors peu près, tu parles de la même chose? non, c'est-à-dire si moi j'arrive à, il y a tellement de contenu, je trouve, où ça met 10 minutes pour démarrer, ça met un quart d'heure pour démarrer, on est parti. En fait, les gens, on est dans une société d'impatients, et d'ailleurs, ça revient un peu à ce que tu disais. Le SEO, moi, je pense que c'est quelque chose qui marchera extraordinairement bien, parce que les gens ne sont plus patients. Ils veulent tout avec ChatGPT, ils veulent tout maintenant, etc. Si tu prends le temps de bien faire du SEO, tu vas raser tout le monde, parce que personne n'est prêt maintenant à attendre la nouvelle génération, et j'en fais partie, on est les jeunes, hein. Mais, et donc, pour répondre à ta question, YouTube, en fait, je pars du principe que j'essaye d'aller le plus rapidement direct dans le vif du sujet. Et à la fin, grosso modo, je fais même plus de call to action, c'est-à-dire, grosso modo, je dis voilà, si vous voulez en savoir plus, vous savez où me trouver. Grosso modo, vous avez vu la vidéo, vous êtes assez grand pour vous faire votre propre opinion. Vous aimez ce que je fais, vous aimez pas ce que je fais, vous trouvez que c'est pertinent, vous trouvez pas que c'est pertinent. Les gens sont assez grands, je trouve, pour se faire leur propre opinion. Mais si le sujet peut être traité en 5 minutes, la vidéo durera 5 minutes. Si le sujet va être traité en 40 minutes parce que j'en sais rien, c'est un cas très compliqué, ça prendra 40 minutes. Si c'est un podcast, bah, ça prendra 1h20. Donc je me fixe pas de durée. Et de D'accord. mémoire, je crois que Sylvain disait que si tu n'as pas du contenu, je crois que c'est pour 8-10 minutes, c'est que ça ne vaut pas le coup de faire forcément une vidéo YouTube. Donc j'aurais tendance à dire en dessous de 5 minutes, non. Mais j'ai des vidéos, j'ai un exemple en tête, j'ai une vidéo qui doit faire 3-4 minutes qui a marché très très bien en termes de vues. D'accord, parce que là j'écoutais un podcast par exemple, un podcast vidéo sur YouTube de Micode, tu vois, que je connaissais pas du tout, Ouais. qui est un développeur, et en fait il disait que quand tu fais 10 vidéos,
Tu vois, tu fais 10 vidéos de la même durée, où tu traites à peu près du même sujet. La 11e, en fait, l'algorithme de YouTube va regarder cette régularité et à partir de la 11e, il va commencer d'une certaine manière à te propulser. C'est-à-dire que tu vas te retrouver dans les suggestions, tu vas voilà, il va marquer le terrain parce que justement, il va voir que tu es régulier, que tu as toujours la même durée et donc quelque part, tu as à peu près les mêmes likes, tu as une sorte de régularité aussi au niveau de la portée de tes vidéos et ton taux de rétention, etc. Bon, bref, tous les métriques qui font que quelque part, YouTube va effectivement actionner la 11e, quoi. Alors, tu demanderas son avis à Sylvain, ça serait intéressant, mais pour moi, c'est une connerie. Ça reste mon avis, hein, je peux me tromper, ça serait D'accord. marrant si je me suis trompé, mais pour moi, la vidéo que tu vas sortir, elle a pas de. Tu as beau avoir 100 000 abonnés comme 1000 abonnés, ça changera pas grand-chose. D'ailleurs, on peut s'amuser à regarder des gens qui avaient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnés YouTube. Eh ben, il y en a beaucoup qui font des vidéos à 300 vues, 500 vues, 1000 vues, etc. Donc, je peux me tromper, mais je pense que ça n'a pas une grande incidence, à mon avis. Par contre, si le sujet est bien, si la vignette est bien, si le titre est bien et que le contenu est bien, que le watch time, c'est le plus important de toute façon pour YouTube, c'est combien de temps les gens regardent la vidéo, la vidéo va être propulsée. Moi, j'ai vu des vidéos qui ont été propulsés d'un coup et qui après ont stagné, d'autres qui, la plupart, stagnent et après vont se propulser. Le gros avantage, c'est que c'est du très 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 long terme, YouTube, selon moi. Mais ça serait intéressant je regarderai ce que dit Sylvain à ce sujet. Je peux te noter la question, ça m'intéresse. Ah bah tout à fait. Et puis oui, 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 YouTube c'est du contenu long et puis c'est aussi quelque part, je dirais un peu du bric-à-broc quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment très pirate à la base au niveau historique de YouTube. Et je regardais Squeezie là il y a pas très longtemps dans un documentaire. Il en parlait. Il disait justement que il faut respecter ce code-là, c'est-à-dire que YouTube aime bien ce côté un peu bric-à-brac où on fait un peu avec des bouts de ficelle, etc. Et voilà, parce que ça apporte de la vraie valeur, parce que c'est du terrain, parce que voilà, c'est souvent le côté un peu collégial, si tu veux. Le côté collégial. Alors, le côté collégial, comme effectivement on le fait là, et les auditeurs, les téléspectateurs sont de l'autre côté et regardent et écoutent, mais ça peut être aussi un groupe de personnes, 4 personnes qui parlent, voilà, et chacun apporte un peu ses valeurs de contenu distinctes. Ouais. Alors, donc tu parlais effectivement aussi du combo que Sylvain parle, et vous en parliez dans ton interview avec lui, du combo donc titre et vignette. Moi, je Oui. sais que par exemple, il n'y a pas de vignette dans mes podcasts, dans mes vidéos, mais alors parce que je sais pas les faire, soyons honnêtes, hein. Je vais prendre Canva, je vais essayer avec Canva Pro, tu vois, je le truc, mettre une photo, on va voir ce que ça va dire. Mais toi, comment tu as fait justement pour les gens qui nous écoutent pour pouvoir faire tes vignettes? T'es passé par un graphiste? T'as réservé un budget pour ça ou Ouais, bah, je paye quelqu'un qui me fait et le montage vidéo et une autre personne qui me fait et les vignettes. Donc, il y a, je crois que ça s'appelle un mini maker. Ouais, le gars qui fait les vignettes, ça s'appelle un mini maker, c'est un même nom. Et alors, les deux, c'est marrant, c'est deux qui sont venus me prospecter en me disant voilà, je suis sûr qu'on peut améliorer ton montage, je suis sûr qu'on peut améliorer tes vignettes. Et ils m'ont dit voilà, on fait un test avec 2, 3, 4, 5, 10 vidéos. Et je sais que c'est pas les meilleurs monteurs vidéo, je sais que c'est pas les meilleurs mini makers. Par contre, ils sont motivés, ils ont envie de bien faire, ils font ce qu'ils peuvent, donc moi ça me suffit. Je préfère travailler avec des gens qui ont envie de bien faire et qui veulent progresser en même temps que moi, plutôt que des gens qui ont tout vu, tout fait, et voilà. Mais donc oui, alors maintenant ce qu'on fait d'ailleurs, parce que là au moment où on fait l'épisode, YouTube a mis en place l'A/B testing, c'est-à-dire on peut mettre deux vignettes et lui-même va faire un test pendant 15 jours et il va choisir la vignette la plus performante. Donc là aujourd'hui, ce qu'on fait, on fait même deux vignettes. Donc ce que je fais, c'est que moi je donne un avis de vignette parce que la vignette va avec le titre, d'accord? Par exemple, un truc, tu pourrais faire une vignette, ce qu'on ne vous dit pas sur le business, où tu as le doigt comme ça, etc. Bah, ça te donne envie de cliquer. Et d'ailleurs, on a tendance, parfois, moi j'ai tendance à pas être assez putaclic sur les vignettes et les titres. Et on nous excusera d'être putaclic parce que derrière il y a de la valeur, en tout cas j'espère, sur mon contenu. Mais grosso modo, comment on fait? Voilà, moi je donne une idée de vignette plus de titre. Alors le titre, c'est souvent moi qui le choisis parce que parfois c'est un peu complexe, c'est technique les vidéos. Et je donne une idée. Et eux, les gars qui font les vignettes font une vignette eux-mêmes. Ils ont carte blanche et je trouve que c'est bien parce qu'eux, on a un avis complètement extérieur. Donc eux, ils sont pas biaisés, ils sont pas dans le business,
Même le monteur vidéo, maintenant, ce que je fais à peu près 5 reels par semaine. J'en ai 3 que je fais moi. Et il y en a 2 où je lui dis, tu prends 2 extraits de la vidéo YouTube de la semaine et tu choisis ce que tu veux. Parce que lui, il a un avis extérieur, il est extérieur comme les gens qui nous écoutent. Peut-être que nous, on va se dire, ah, putain, ce passage, c'est génial. Alors qu'en fait, les gens vont se dire, non, mais nous, on n'a rien à foutre de ça. Ce qui nous intéresse, c'est à un moment donné, quand Philippe, il nous a parlé du cocon sémantique. Et t'en as peut-être qui vont dire, non, mais il nous saoule avec sa technicité du cocon sémantique. Nous, ce qui nous a intéressé, c'est l'Ironman. Et ben c'est bien, je trouve, d'avoir 2 avis extérieurs, d'où, comme d'habitude, l'humilité de se dire, bon, voilà, moi je sais pas tout, les autres savent forcément peut-être différemment ou mieux que moi. Mais pour répondre à ta question, j'ai une personne qui me fait le montage et une personne qui me fait les vignettes. Donc oui, c'est un budget. C'est pour ça que je dis, je fais pas de pub pour mon business, mais en fait, mon budget, il est plutôt dans la qualité de la création de contenu. Je vise un petit peu long terme. Pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, tu peux nous donner une fourchette de budget à peu près? Alors de mémoire, les reels, ce qu'on appelle un reel, hein, donc un short, un reel Instagram, short YouTube, reel TikTok, etc. De mémoire, je crois que ça va entre... alors il y a toujours pas cher, hein, il y a toujours pas cher, il y a toujours hors de prix, mais pour donner une fourchette, je vais dire un bon montage classique, je vais dire entre 30 et 60 euros. Moi, j'ai rien à cacher, je vais payer environ 30 euros, ce qui est pas très cher, mais c'est parce que je le paye, j'en fais plusieurs tout le temps. 30 euros le reel classique et je les paye plutôt 40 euros parce que mes reels maintenant, je fais une voix off et lui rajoute des images. Donc ça lui fait beaucoup plus de travail que s'il y avait mon visage. Il est obligé d'aller chercher dans des banques d'images. Et une vidéo YouTube, alors là j'ai moins d'ordre d'idée, mais je dirais peut-être entre 150 et 300 euros le montage d'une vidéo. Ça va dépendre du montage, etc. Moi je paye 200 euros le montage d'une vidéo. Et après, les vignettes, moi j'ai eu des propositions de vignettes à 80 euros. La personne qui me faisait les vignettes me facturait 20 euros. Et moi, je lui dis non, c'est pas assez cher, il faut que je te paye plus. Je préfère te payer plus et que tu. Et là, il me fait les 2 vignettes. Du coup, le pack, c'est lui qui m'a proposé. Il m'a dit écoute, du coup, je t'en fais 2, 60 euros. Donc, pour donner un ordre d'idée, sur un mois, sur on va dire 4 vidéos, eh ben, 260 euros par vidéo YouTube. Donc, on va dire qu'on a un budget sur 1100 euros rien que pour YouTube. Et après, les shorts, mais voilà, c'est un budget entre 1700, 2000 euros à peu près, on va dire 1700, 1000, ouais, 1700, 2000 euros par mois, et c'est pas très cher. Je pense que je suis dans la fourchette plutôt moyenne, voire basse. Alors il y a toujours moins cher, mais moi je suis pas là pour me battre sur les prix, aller chercher moins cher. Je travaille avec Gauthier et Luc, je leur fais confiance, ça se passe bien, ils sont contents, on progressera ensemble, on n'est pas les meilleurs, mais on deviendra peut-être, et puis on ne cherche pas à être les meilleurs. Mais il y aura toujours, et d'ailleurs il y en a qui vendent, je trouve, à des prix délirants, des montages, à des prix délirants, des vignettes, et à la baisse aussi, hein, on va te proposer des montages à 30 euros, c'est pas rendre service. Mais j'ai quand même la croyance de me dire que même sans montage, et d'ailleurs il y a beaucoup, beaucoup de créateurs de contenu qui reviennent des effets tchic-tchac. Nous on n'a jamais été comme ça, on est simple, mais le but du montage c'est que ça soit dynamique, ça coupe les blancs. Tu vois, tout à l'heure on a eu une panne de réseau, t'enlèves des petits trucs comme ça, c'est plus agréable à écouter. Mais moi, je reste quand même persuadé que ce qui compte, c'est la profondeur de contenu. J'ai la croyance. Par contre, j'ai aussi la croyance de pas avoir de monteur vidéo, c'est pas très grave. Par contre, c'est pour toi, c'est cadeau. Ne pas avoir de vignette et ne pas faire de titre sur YouTube, pour moi, ça, c'est grave. Parce que malheureusement, quand tu scrolles, la plupart des gens scrollent sur leur mobile et en fait, ils vont voir pas de vignette, donc ça donne pas envie de cliquer. D'accord, donc il va falloir que je me mette aux vignettes, quoi. Non, mais voilà, si. Je suis pas un expert YouTube, hein, mais je pense que la vignette et le titre sont plus importants que le montage, si on pouvait résumer comme ça. D'accord, et au niveau des métriques de YouTube, là aussi, il y a vraiment quelque chose qui a bougé entre le fait de ne pas faire de montage et de faire du montage, le fait de mettre des vignettes et de ne pas faire de vignettes? Non, c'est quand même les vignettes. Bah là, je pourrais te le dire dans 6 mois, comme on fait de l'A/B testing. Mais j'ai fait des expériences. J'avais fait notamment une vidéo qui avait pas mal marché. Pas très bien monté. Moi, je suis toujours débutant, mais je démarrais sur YouTube, donc forcément moins à l'aise, etc. Et j'ai refait un petit peu la même vidéo. Et en fait, elle est partie sur la même courbe. Donc, je pense que ce qui est important, c'est le sujet. Et surtout, là où moi, je suis pas très bon, où je devrais m'améliorer, c'est l'angle d'attaque du sujet. C'est-à-dire, tu vois, on pourrait dire 2 heures pour développer son business, c'est bien. Mais l'angle d'attaque, il pourrait être bien mieux, bien différent. J'ai pas d'idée en tête, mais ce que vous devez absolument savoir avant de lancer votre business Internet, il y a beaucoup d'Américains qui font, d'ailleurs j'ai fait une vidéo test, on verra ce que ça donne dans quelques mois, mais c'est regarder ces 19 minutes avant de monter votre business Internet. C'est l'angle d'attaque qui est un petit peu différent et qui pour moi change tout. Et après, on n'est pas passé dessus, mais je trouve que c'est très très important et moi c'est quelque chose que je fais pas du tout. Et ça peut paraître dingue ce que je vais dire, mais pour moi, ce qui fait le plus vendre à long terme, c'est les histoires. C'est-à-dire, les gens adorent les histoires, et si tu arrives à leur apporter de la valeur ou du contenu en racontant une histoire, là, c'est quasiment gagné. C'est pour ça que le branding, ça marche aussi bien, c'est parce que les gens
À force, si on faisait des podcasts tous les jours, tous les deux, bah à la fin de l'année, les gens, en fait, ils connaîtraient notre vie. Ils diraient, oh, putain, Philippe, c'est vrai qu'il avait fait ça, ouais, il avait fait de la radio, oh, putain, il avait fait ça, putain, mais c'est un vieux de la vieille dans le SEO. Ouais, mais Quentin, il fait des Ironman, il avait fait tel truc. Et je pense qu'au fur et à mesure, les gens, consciemment ou inconsciemment, ce qui fait le plus vendre, c'est des histoires. Et parfois, moi, je veux pas raconter des histoires, mais c'est bien de dire, voilà, là, je me suis raté, là, j'ai réussi, et que les gens ils s'identifient, parce que les gens n'aiment pas tout ce qui est parfait, ou alors les gens aussi, moi, j'aime pas de se forcer à avoir une enfance difficile. Ouais, c'était dur et puis j'ai réussi. Non, bah, moi, j'ai eu une enfance de rêve. Mes parents étaient profs, on partait en vacances. Je souhaite à tout le monde d'avoir ça. C'est pas grâce ou à cause de ça que j'ai réussi. Donc voilà, petit tips, moi, selon moi, ce qui fait, c'est en fait, c'est tout simplement d'être 100% authentique. On s'est un peu éloigné. Je suis parti un petit peu en live, mais voilà, ça être 100% authentique, une histoire. Je trouve que peu importe, ça marchera toujours, selon moi. Ouais, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le storytelling. Ouais. C'est-à-dire que quand tu fais du storytelling et que ton storytelling il est authentique, en plus, bah à partir de ce moment, tu embarques les gens. Là, par exemple, j'ai fait une interview avec Patrick de Carvalho, que tu connais. Bon, je lui ai fait une interview, il va la publier bientôt parce qu'on avait fait presque 3 heures, donc automatiquement il est dans le montage. Mais c'est vrai que là, bon, là, si tu veux, je me suis livré. Et puis en plus, je suis en train d'écrire le bouquin, donc tout ça. D'ailleurs, ma compagne m'a dit effectivement, tu sors le guide pratique sur le podcast. Je suis parti sur le podcast audio au départ. Maintenant, je suis sur le podcast en général, audio et vidéo. Je raconte un peu mon parcours avec les experts, parole de leader. J'essaye de donner quelques trames et mettre des interviews, tu vois, dedans par rapport aux gens que j'ai rencontrés et autres pour apporter aussi de la valeur. Et puis, je voulais mettre une partie autobiographique de moi, mais elle m'a dit non, ça va être trop. 240 pages, c'est trop. Donc, tu sortiras en 2025 ton autobiographie directement en plus un autre tome et après je vais faire un bouquin sur le SEO avec ce que je pense du SEO donc pour 2026. Donc tu vois déjà j'ai le truc avec la vision. D'ailleurs c'est quelque chose que je vais aborder avec toi dans quelques secondes, mais je reviens à Micode tout à l'heure. Il parlait de quelque chose, tu disais ouais il faut prévoir effectivement au niveau des vignettes un petit peu ce que tu vas mettre dedans au niveau du contenu, etc. Bon, il faut qu'on intercepte tout de suite, je dirais, la Ouais. sémantique du contenu au travers de la vignette et que ça donne envie, que ça Ouais. happe quelque part, que ce soit un peu un aimant. Bah, lui, il disait une autre chose, il disait que, en fait, avant de commencer la vidéo, il faut déjà effectivement préparer la vignette. C'est-à-dire Ouais. que quelque part, avoir la vision de se projeter dans ce qu'on va apporter à la personne et ce que la personne va attendre du contenu. Ouais, je suis d'accord avec lui. Alors moi, je suis pas du tout expert YouTube ni réseaux sociaux. Si j'avais une expertise, ça serait plutôt apprendre, comprendre, résoudre les problèmes, donc plutôt tunnel de vente, etc. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, pour avoir maintenant consommé pas mal de contenu, beaucoup d'experts autoproclamés ou vraiment experts YouTube disent que voilà, il vaut mieux commencer par la vignette et après structurer ton titre et ta vidéo autour de ça. Donc oui, je suis d'accord avec ça, ouais. Et chose que bien évidemment, je ne fais pas du tout. Alors justement, là, tu me donnes l'enchaînement aussi. Tu parles du besoin. Alors tout le monde est sur le besoin, tu sais, un peu sur le comment. Et en Oui, fait, on parle très peu du pourquoi. oui, Et en même temps, on parle pas de la solution. C'est-à-dire que je lis beaucoup, moi, M. DiMarco. J'adore M. DiMarco. Je sais pas si tu le connais comme ouais, auteur américain. Mais en fait, c'est quelqu'un qui était salarié. Et ensuite, bon, il a créé une boîte donc de création de sites pour les limousines, pour la location de limousines. ah, je Et savais pas. ensuite, donc, il est devenu millionnaire et ensuite milliardaire. Il a écrit l'autoroute de la réussite, etc. Il a écrit comment sortir de la course des rats et autres. Donc, si tu veux, la fin du salariat pour entrer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et donc, oui, il exprime ça, c'est-à-dire qu'il dit que il faut, comment dire, il faut avoir une vision. Déjà, il faut avoir une vision à 1, 5 et 10, donc un an, de 5 ans et 10 ans, voire 30 ans, savoir où tu veux aller. Et puis surtout, il explique aussi donc de répondre à une solution et non pas à un besoin. C'est-à-dire que le besoin, bah, les gens ils l'ont le besoin. Mais si tu leur apportes la solution au besoin, il dit là c'est encore plus fort quoi. Mm. Oui. Je sais pas ce que t'en penses, mais Oui, alors bah, moi, ce que j'aime bien dire, c'est tout le monde le dit, mais en fait, personne ne le fait vraiment. C'est la phrase que j'aime bien, c'est euh, une offre ou une promesse, surtout dans l'offre. Pour moi, l'offre, il y a le prix, la promesse, le packaging et le produit. Mais dans l'offre, on va dire au global et la promesse, il faut tout le temps vendre les bénéfices, les fonctionnalités. Il faut tout le temps vendre, pardon, les bénéfices, jamais les fonctionnalités. L'exemple que je donne tout le temps, que j'adore, c'est
C'est pourquoi est-ce que tu achètes une perceuse pour faire un trou? Ok. Et en fait, il faut se poser la question de 4 fois, 5 fois pourquoi. Ok. Pourquoi est-ce que tu achètes une perceuse? Pour faire des trous. Ok. Mais pourquoi est-ce que tu veux faire des trous? Pour mettre un cadre. Ok. Pourquoi est-ce que tu veux mettre un cadre? Pour que ma pièce soit belle. Ok. Pourquoi tu veux avoir une pièce belle? Pour me sentir bien chez moi, pour me reposer, etc. Et en fait, ce qu'il faut vendre, c'est le bien-être chez soi et pas la taille du forêt, la puissance, etc. Et par exemple, quand on va vendre, alors dans la niche du make money, souvent, inconsciemment ou consciemment, ce qu'on vend, c'est de la reconnaissance. Les gens qui achètent des Ferrari, des sacs Louis Vuitton, etc., ils iront pas plus vite, ils transporteront pas plus d'affaires, mais en fait, on vend un sentiment d'appartenance. Les gens qui veulent perdre du poids, ils veulent vendre de la reconnaissance, que ma femme, que mon mari me trouve plus beau, que je sois en forme pour les réseaux sociaux, etc. Donc en fait, c'est malheureux, mais souvent, et c'est pour ça que moi j'adore un petit peu le business, c'est qu'en fait, aujourd'hui, je me rends compte que je fais des choses de plus en plus simples, parce que pour moi, les meilleures personnes dans le business, ça sera les meilleures personnes qui sont capables de traiter de l'humain. C'est pour ça qu'il y a autant de contenu sur la PNL, sur la connaissance de soi, de mentors, business et j'en passe et des meilleurs sur la connaissance de soi. Mais je trouve que c'est mal utilisé, alors qu'en fait, ça revient à des choses simples. Donc pour répondre à ta question, oui, je trouve qu'on s'attache trop aux fonctionnalités plus qu'aux bénéfices ou à la solution, comme tu dis. Ouais, donc en fait, pour que les gens qui nous écoutent, à mon avis, ils l'ont compris, mais ce que tu nous expliques, c'est le bénéfice du prix. C'est-à-dire, Ouais, voilà, tu achètes quelque chose, mais en fait, qu'est-ce que d'une certaine manière, tu vas avoir, comme bénéfice par rapport à la valeur du prix qu'on te donne, quoi? Ouais, qu'on te donne, qu'on t'offre. ouais, par exemple, sur la perte de poids, t'achètes pas un programme, t'achètes pas un livre, t'achètes pas un accompagnement, t'achètes un physique, t'achètes une reconnaissance, etc. Sur la niche du make money, t'achètes pas un programme. En fait, les gens, ils s'en foutent de toi, ils s'en foutent de ce que tu fais, ils sont très égoïstes. Eux, ce qu'ils veulent, c'est ils achètent du temps ou de l'argent parce que, on n'est pas là pour juger, parce qu'ils veulent une grosse voiture. Pourquoi ils veulent une grosse voiture? Pour montrer aux copains qu'ils ont réussi. Pourquoi? Parce que peut-être que dans leur enfance, ils n'ont pas eu ce besoin de reconnaissance, enfin, cette reconnaissance, parce qu'ils veulent montrer à leur femme qu'ils ont réussi ou à leur mari qu'ils ont réussi, ce besoin voilà, et ça, faut arriver, et c'est là d'où l'intérêt d'être très très bon en copywriting pour le lisser subtilement, enfin pour le placer subtilement. Ouais, en fait, il faut faire projeter la personne, quoi. C'est ça. Alors ça, c'est beaucoup utilisé dans ce que moi j'appelle la vente émotionnelle, mais je suis pas fan, c'est-à-dire, grosso modo, on va te dire, OK Philippe, si ton business décolle pas, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, mais si ça se décolle vraiment pas, bah, grosso modo, je vais être endetté, ma femme va me quitter, ils font pleurer les gens pour vendre. Moi, je suis pas du tout dans cette optique-là, mais oui, c'est utilisé ça dans la vente émotionnelle, moi que j'appelle de la vente forcée. Ouais, c'est une sorte de un peu de technique de vente, de manipulation, Ouais, c'est ça. neurosciences et cetera, ouais, ouais. Voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je reviens à l'aspect également de YouTube. Tu as créé combien de vidéos depuis que tu as créé ta chaîne? Eh ben, je peux aller regarder en direct, mais je pense que, alors ça va pas être toutes si les vidéos, je vais te dire à peu près 70, 75. Bah 75, j'en ai supprimé quelques-unes, une vidéo par semaine, c'est ce que je te disais, la chaîne a 1 an et demi, 2 ans, donc oui, je dirais allez 80 vidéos à la volée. Tu as vu également depuis la 1re année, la deuxième année, la troisième année et cetera, là, par exemple, en 2024, est-ce que au mois de juin, juillet, tu vois une descente au niveau de tes métriques, comme si quelque part il y avait une réduction ou quelque chose comme ça? Alors, j'avoue que je fais pas trop attention à ça, je regarde de temps en temps, mais tu veux dire par rapport au business et la saisonnalité estivale? Tu veux dire des Non, baisses? non, je parlais au niveau des vues, au niveau Au des début? vues, des métriques de l'audience. Je pense pas parce que j'ai en tête les vidéos qui ont le plus marché, la courbe est toujours en pleine croissance. Et par rapport à l'été, pour donner un ordre d'idée, l'année dernière, j'ai fait mon plus gros chiffre d'affaires en août. D'accord. Et est-ce que tu as des haters également sur les commentaires? Est-ce qu'il y a des gens qui te rentrent un peu dedans? Ou est-ce que, par exemple, des gens aussi qui peuvent aimer ton contenu et qui, d'une certaine manière, veulent t'apporter quelque chose en plus et tu pourrais les confondre avec des haters et en fait, c'est pas des haters, ce sont des gens très, très, très critiques, quoi, mais Ouais, critiques constructives. alors c'est super intéressant là-dessus et ça va me permettre de partager un avis et un disclaimer, notamment pour les gens qui créent du contenu ou même de manière générale. Alors au début, j'ai eu pas mal de haters, mais c'est au début parce qu'aussi je me forçais un petit peu peut-être à être clivant, notamment sur LinkedIn. Mais franchement, j'ai pas tant de haters que ça. Honnêtement, maintenant, j'y prête aucune attention, ou alors je pose une question pour que eux perdent du temps, mais je m'en fous. Mais je trouve que, quand on parlait tout à l'heure, on disait, voilà, on n'a pas le pouvoir de changer les gens. Eh ben les gens, moi j'estime, que ça soit toi, que ça soit moi ou que ça soit les personnes de manière générale, si jamais ça peut leur servir dans la vie,
on n'a pas le pouvoir de rendre les autres heureux ou malheureux. Donc moi, j'ai pas le pouvoir de te rendre heureux ou malheureux, mais toi, t'as pas le pouvoir de me rendre heureux ou malheureux. Donc quelqu'un qui a un haters en disant Quentin, t'es une merde, c'est des conneries que tu racontes, je m'en fous. Mais attention, personne ne parle de l'autre côté où on te dit ouais Quentin, t'es le meilleur, t'es un boss, t'es un chef. J'ai en tête un commentaire qu'on m'a mis la semaine dernière, n'oublie jamais que t'es le meilleur. Non, non plus. C'est-à-dire je suis pas une merde, mais je suis pas le meilleur. Donc il faut faire attention et aux haters et aux lovers. Et d'ailleurs, la plupart des extrêmes, c'est jamais bien bon. Et puis moi, je regarde peu ces métriques, je regarde peu les haters, je regarde peu les abonnés, les vues. Alors les abonnés, les vues, dire qu'on les regarde pas, c'est faux. Ça flatte l'ego, on est toujours content d'avoir une vidéo qui fait beaucoup de vues. C'est de la dopamine, on est content. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est voilà, les gens, ils peuvent prendre rendez-vous. Est-ce que mon carnet de rendez-vous est plein? Le reste, j'en ai rien à foutre. Donc voilà, mais pour ceux qui font du contenu ou même dans la vie de manière générale, ça je trouve c'est primordial. C'est vraiment apprendre à se nourrir soi-même, faire les choses un peu pour soi-même. Et la plupart des gens, on va pas réaliser nos rêves par rapport à la société, par rapport au regard des autres, alors qu'en fait, les gens, le jour où on va, c'est triste, on va mourir, mais une semaine après, tout le monde nous aura oubliés. Donc faites attention et aux haters, et attention aussi aux lovers, aux gens qui vous mettent sur un pédestal, t'es le plus beau, t'es le plus fort. Il faut rester Ouais, mesuré. ou alors qu'ils peuvent te demander en mariage une nana qui craque ou autre. Il y a de Ah ouais, tout non, non, sur ça m'est jamais internet, arrivé. il y a de tout, hein. Il y a de tout, on peut être des fois surpris. Mais c'est vrai que, oui, donc il y avait cette histoire de commentaires et puis il y a aussi, je dirais le pourcentage de commentaires. Tu parlais de personnes qui avaient énormément d'abonnés et en Ouais. fait, tu regardes les commentaires, il y a pas énorme, il y a 10 il y a 10 ou 5 de d'abonnés. C'est pas énorme. On dirait que quelque part, moi j'ai toujours vu depuis maintenant les années 1990 où j'ai découvert Internet que il y avait beaucoup de gens passifs sur le web. Il y a beaucoup de Ouais. gens qui consomment énormément de contenu, mais bon avec les réseaux sociaux ça a un petit peu changé parce que les gens effectivement communiquent entre eux, etc. Mais dans le dur même du web, il n'y a pas spécialement beaucoup de gens actifs quoi. Non, oui, puis alors, par rapport à ce qu'on appelle la majorité silencieuse, hein, moi j'ai quasiment tous mes clients que j'ai eu, j'en ai eu jamais aucun qui a commenté, liké une vidéo, etc. Par contre, ils ont pris rendez-vous, ils ont dit voilà, moi je veux bosser avec toi. C'est la majorité silencieuse. Après, pour aussi défendre ça, on le voit par rapport au pod LinkedIn. Pour faire un parallèle, un pod LinkedIn, c'est on va faire un groupe de 50 personnes et tout le monde va aller liker les posts des autres, les commenter pour que, soi-disant, ça monte artificiellement. Pour moi, pire des conneries à faire, c'est-à-dire que ça vous met une fausse audience, ça va pas forcément envoyer un bon signal. Jamais fait, je ferai sûrement jamais. Je ferai jamais sûr. Mais pour un petit peu tempérer le propos par rapport aux gourous ou aux gens qui ont beaucoup d'abonnés, c'est mathématique. Plus on a d'abonnés, et ben plus on a une majorité, on va dire, active qui va être faible, c'est-à-dire moins il y aura d'engagement. C'est ça, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc c'est facile d'avoir beaucoup d'engagement quand on a une petite communauté, mais c'est sûr que quand il y a une énorme communauté, forcément que l'engagement diminue. Et après, il y a beaucoup plus de concurrence. Mais oui, oui, après, moi par exemple, j'en fais partie, il y a plein de réseaux sociaux où on a pas mal d'abonnés et il y a assez peu de vues. Parfois, il y a assez peu de commentaires, etc. Mais à la limite, on s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le nombre de vues, c'est pas le nombre de commentaires. C'est que peut-être que toutes mes vidéos, il va peut-être y avoir que 1000 vues. Et moi, ça m'intéresse. Sur les 1000 vues, il y en a 900 qui sont intéressés soit par le business, soit par la fiscalité. Ce qui m'intéresse, on va dire, ça serait les vues moyennes. Voilà. Ça serait une métrique qui m'intéresserait. Oui, et les prises de rendez-vous. Mais d'ailleurs, on le fait en mathématiques, je me rappelle plus, c'est pas l'écart type ou la variance, on enlève le plus haut et le plus bas, tu sais, et on garde le. Voilà. Il faudra enlever les vidéos de merde, les vidéos les plus vues, pareil pour les posts avec le plus d'impressions, le moins d'impressions, et faire la moyenne. Et ça, moi, je trouve que c'est intéressant. C'est OK. Et surtout, bah, combien ça te rapporte de rendez-vous et de chiffre d'affaires, c'est la phrase que j'aime bien dire. Quand on est entrepreneur, on n'est pas bénévole, rien ne nous empêche de faire du bénévolat à côté, mais quand on est entrepreneur, bah, ce qui nous intéresse, c'est de rentrer du cash. Sinon, bah, on fait autre chose, hein. C'est malheureux, mais c'est la dure réalité. Parce que si tu rentres pas de cash pendant 1 an, 2 ans, bah, t'as rien. Ah bah ça c'est clair. Ça c'est clair, t'as pas le droit au chômage, t'as le droit à rien, donc Non, voilà, voilà, tu peux aller dans le caniveau, à la limite, avec une petite cuillère, c'est tout ce qui te reste. c'est ça. Mais pour les gens qui nous écoutent, on va aborder un sujet aussi qui est très important et je crois qui te tient aussi beaucoup à cœur. Pour moi, un entrepreneur, ça n'existe pas s'il ne partage pas, si voilà, s'il aide pas les autres, sans parler d'être un mentor, de faire un peu de mentoring, de choses comme ça. Moi, je sais que j'aime bien faire passer mon expérience, choses comme ça. Alors bien sûr, il faut pas abuser non plus, hein, faut pas non plus m'appeler tous les 4 matins, voilà, pour prendre mon temps parce qu'on a besoin de produire aussi, on a besoin de gagner de l'argent et donc d'apporter de la valeur.
Mais c'est intéressant de pouvoir aider quelqu'un, de le voir grandir, de le voir effectivement prendre son élan, etc. Et puis il se peut que cette personne aussi dépasse un peu le maître et que voilà et qu'elle te dise bah voilà tiens grâce à toi j'ai réussi, mais si tu veux je peux aussi t'apporter maintenant autre chose parce que je suis multipotentiel, voilà. Comment toi tu aides les gens ou comment tu as aidé les gens ou comment les gens effectivement te demandent une aide au niveau du fait d'entreprendre d'une chose et peut-être aussi du business parce que entreprendre c'est le fait d'y aller donc de créer quelque chose, de mettre en place quelque chose, mais le business c'est de récupérer effectivement de la caillasse quoi, de faire en sorte que ça soit du sonnant et trébuchant. Ouais, alors moi j'ai un avis un petit peu là-dessus, c'est-à-dire que j'ai aucun problème à donner beaucoup, donner énormément, voire même donner trop, mais j'aime bien la notion de donnant-donnant et de respectueux. Par exemple, c'est très souvent, ça arrive, hein, ouais, assez souvent, peut-être même toutes les semaines, qu'on m'envoie un message poli, tu vois. C'est par exemple, bonjour Philippe, j'ai consommé ton contenu, j'ai trouvé ça super sympa. Est-ce que je peux me permettre de te poser une question? Et ben là, je suis prêt à prendre le téléphone, appeler la personne et dire voilà, vas-y, allez, on prend une petite demi-heure, comment je peux t'aider? Par contre, la personne qui, pas bonjour, pas au revoir, pas s'il te plaît, pas merde, comme on crée du contenu, elle se dit bon, bah, lui, il est à nous, et c'est un peu les réseaux. Bah là, non, je suis désolé, je vais pas prendre de temps. Mais par contre, oui, pour répondre à ta question, alors tout le monde parle des valeurs, des valeurs, des valeurs. Moi, je les ai un peu travaillé beaucoup. Ma première valeur, c'est la liberté. Ma deuxième, c'est la croissance. La croissance en tant que personne, faire du sport, et la croissance en tant qu'être humain, etc. Et la troisième, c'est la contribution. Parce que j'estime que, par exemple, l'exemple que j'aime bien donner, c'est gagner de l'argent. On l'a dit, moi je suis célibataire, j'ai pas d'enfant, je voyage pas mal, je fais du sport, etc. Je vais aller au resto, ça me fait plaisir. Mais payer un resto à mes copains, ça me fait beaucoup plus plaisir. Profiter tout seul, c'est bien. Profiter à plusieurs, c'est bien mieux. Et donc c'est pareil par le business, j'ai aucun problème à partager et je partage même beaucoup. J'aide beaucoup de personnes bénévolement parce que c'est un réel plaisir, parce que je me dis je peux leur faire gagner du temps, je peux leur faire gagner de l'argent et surtout parce que je vois que ces personnes sont motivées, sont impliquées et elles ont une certaine estime. C'est-à-dire elles disent ok bon bah ça fait un peu prétentieux mais bah, j'ai la chance qu'ils prennent de son temps ou en tout cas je me rends compte qu'ils prennent son temps donc je l'apprécie donc c'est comme si la personne avait payé, elle va vraiment appliquer. Alors que les mecs qui sont là pour ce qu'on appelle les takers, ces gars qui prennent, bah non, je suis désolé. Après, il n'y a pas de. Et même parfois, je refuse des clients parce que je me dis, ça va pas le faire, il n'y a pas que l'argent. J'ai même commencé avec des clients et puis au bout d'un moment, j'ai dit, bon, bah, on arrête, je te rembourse, etc. Mais pour répondre à ta question, oui. Alors moi, je suis pas non plus de ceux qui vont dire, oui, moi, je veux contribuer, je veux laisser une image, etc. Je veux laisser marquer mon passage. Non, pas forcément. Par contre, donner dans plein de domaines, que ça soit donner de son temps, donner de sa connaissance, donner de l'argent, etc. Oui, c'est quelque chose. Ça me rend beaucoup plus heureux de rendre quelqu'un heureux que de réussir quelque chose. Voilà. Peut-être d'ailleurs inconsciemment un besoin de reconnaissance ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, ouais, 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 je suis d'accord avec toi. D'accord et dans les personnes que tu as aidées, est-ce que tu as remarqué également le syndrome de l'imposteur? Et est-ce que tu as pu, je dirais faire un peu exploser ce syndrome de l'imposteur, leur donner, un peu une sorte, non pas de recette, mais, un peu des codes pour qu'elles à prendre confiance en elles et peut-être par l'itération, c'est-à-dire le fait effectivement de refaire, 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 refaire. Moi, c'est Il y comme a ça que pas j'ai fait avec ma compagne. Je Ouais, mais un peu WordPress à utiliser effectivement, à faire un site comme ça, quoi. Alors, on attire un petit peu les personnes à soi, un petit peu comme on est. Alors moi, j'ai eu un gros syndrome de l'imposteur pendant des années, c'est-à-dire que l'image que j'aime bien donner, c'est les fameuses personnes qui t'aident à monter un business, mais qui n'ont jamais monté de business. Moi, il m'aura fallu 6 voire 7 business avant que je me sente légitime. J'ai quand même fait 6 business dans 6 domaines différents, à chaque fois ça a marché. Bon, je dois avoir deux trois trucs. Mais pour répondre à ta question, j'ai pas vu énormément de syndrome de l'imposteur. Par contre, ce que je vois beaucoup, c'est la peur du regard des autres, la peur de et si ça marche pas. Et en fait, si ça marche pas, quoi, ton boulot c'est de la merde, tu te fais chier. Bah, tu reprendras un boulot où c'est de la merde et tu te fais chier en vrai, hein. Et surtout un petit peu parfois ce qui en vrai est de la procrastination, du perfectionnisme, de pas lancer le truc parce que c'est pas parfait. Et même moi, en aidant des gens, bah, je me suis rendu compte que moi aussi, j'attendais parfois que ça soit parfait. Donc, pas vraiment de syndrome de l'imposteur, mais vraiment, c'est le pire de tout, je pense, et on est tous là-dessus. C'est la peur du regard des autres, la peur de la société, la peur du regard des autres, c'est la peur de l'échec. C'est surtout en France, c'est vraiment quelque chose qui. J'adore cette phrase, c'est la peur a tué bien plus de projets que l'échec. C'est tellement vrai.
Et c'est vrai que, là, je posais une question sur l'éducation de l'argent, au niveau des gens et peut-être aussi par rapport à toi, parce que tu m'as l'air assez à l'aise au niveau de l'argent, on sait que c'est une énergie, on sait que quelque part, voilà, on doit en faire un ami. Voilà, l'argent du moment qu'on apporte de la valeur, bah, on est légitime et donc bah, c'est normal qu'il y ait quelque chose qui nous revienne parce qu'on a créé quelque chose, on apporte réellement, quelque chose de concret à l'autre. Donc voilà, l'argent, ce n'est qu'une rétribution, par rapport, à la création de contenu qu'on a apporté. Ouais. Et oui, donc je voulais te poser la question par rapport à l'éducation. C'est-à-dire que, est-ce que toi, tout petit déjà, l'argent, c'était quelque chose que tu avais, une grande facilité à gagner ou tu avais un côté malice qui faisait que tu arrivais d'une certaine manière à récupérer de l'argent ou tu donnais, confiance ou quelque part tu jouais un peu avec ces situations pour que l'argent te revienne, un peu comme un aimant, quoi? On dit que souvent l'argent, il faut pas le demander parce que si tu le demandes, tu rentres en positivité avec lui. Il faut être en position de négativité pour qu'il te revienne. C'est une super question que tu me poses là. En fait, alors nous, on n'a jamais manqué de rien, hein. Mes parents étaient profs, donc moi, je suis né en 88. Donc pendant ces années-là, à l'époque, quand tu étais prof, tu avais quand même et du temps libre et un bon pouvoir d'achat. Donc on voyageait. Par contre, on n'allait pas au restaurant, on voyageait en camping-car, etc. Mais depuis tout petit, je me suis toujours dit, je sais pas pourquoi, je me disais, bah, le jour où il faudra que je gagne de l'argent, j'en gagnerai. Et je me suis toujours en fait démerdé. Alors, attention, j'ai été travailleur, hein. J'allais faire les maïs, à l'époque, c'était pas déclaré parce qu'on n'avait pas le droit en dessous de 16 ans. J'ai toujours pris des boulots, des petits boulots l'été, etc. Mais j'ai une anecdote qui va te faire marrer, c'est on avait un chat avec ma sœur et en fait, je lui ai vendu le chat. Le chat venait toujours dans mon lit et je lui ai dit, bah, ce que je fais, c'est que je te vends mes parts du chat et comme ça, tu es prioritaire. Si tu veux le caresser ou si tu veux l'avoir, je te vends le chat. Et avec du recul, j'en ai honte, mais voilà, c'est une réalité. Donc, je lui avais vendu le chat. Et après, oui, en fait, et là, je me rends compte que je réfléchis un petit peu différemment. C'est-à-dire que j'ai besoin de quelque chose, je l'achète et c'est à moi après à me démerder à gagner le pognon. Et c'est pour ça que parfois je me dis, putain, c'est du gâchis, je pourrais beaucoup plus bosser et gagner plus. Et d'autres fois, je me dis, mais à quoi bon bosser plus? Tu vas pas faire plus de choses. Moi, mon kiff, c'est d'aller faire des voyages, c'est d'aller faire du sport, de profiter, etc. Mais ouais, j'ai plutôt j'ai eu la chance depuis tout petit, mais c'est pas mes parents qui m'ont inculqué ça, de me dire, bon, bah, l'argent, c'est pas vraiment un problème, j'en trouverai quand j'en aurai besoin. Et puis, ce qui a fini de tout ça, c'est quand j'étais rentier immobilier, marchand de biens, etc. Belle maison, belle voiture, une Audi pour pas la citer, etc. Et puis, j'ai un petit peu tout perdu du jour au lendemain. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas forcément, alors bien sûr, ça fait mal, mais c'était pas forcément ça qui me rend heureux. Et donc, je sais que j'ai aucun problème à vivre avec pas grand-chose. D'ailleurs, j'adore barouder pendant une semaine avec ma tante de toit ou en tente ou partir là pour la petite histoire. Je suis parti 10 jours, Chambéry, Grenoble, j'ai fait du vélo. Et ben, j'aime bien barouder, un peu comme un gitan, quoi. Et à la fin du truc, me prendre un beau resto. Donc j'aime bien un petit peu les deux. Mais je suis quand même plus à l'aise dans le côté baroud que dans le côté luxueux. Mais pour répondre à ta question, c'est une très bonne question. Ouais, je me suis toujours dit, bah, en fait, j'ai pas eu de peur par rapport à l'argent. Et j'ai de la chance de pas avoir ça, de me dire, bon, bah, alors aujourd'hui, c'est un petit peu différent parce que maintenant, même toi, tu peux te dire, moi, si demain tout se casse la gueule, bon, je sais monter un business. Toi, je suppose que j'ai le réseau dans le téléphone, je passe deux, trois coups de fil et je m'en sortirai toujours. Mais moi, j'ai la chance de me dire, ok, bah, je peux remonter un business. Donc, j'ai pas de peur de l'argent, ouais, ou du manque D'accord. d'argent. Mais ça, c'est quelque chose qui a un gros problème pour énormément de gens, hein, je pense. On se rend pas compte. C'est un gros, gros problème, hein. La peur de manquer d'argent, la peur de manquer tout court. Ouais, et puis on dit qu'un bon vendeur, c'est un excellent acheteur. Alors bon, pour un marchand de biens, je suppose que tu dois être d'accord. Ouais, mais même, j'ai aucun problème à acheter, je négocie jamais les prix. Quand j'ai besoin d'acheter une formation sur un domaine, les gars, ils m'appellent, je leur dis: «Mais les gars, ça sert à rien de me faire l'appel de vente, donnez-moi le RIB, je vous fais le virement et on démarre», voilà. Donc mais c'est un peu pareil, les gens quand ils m'appellent, c'est déjà bouclé et c'est ce que je dis toujours au début de tous mes appels, c'est voilà, moi, on a une demi-heure, trois quarts d'heure ensemble, le but c'est que je vous aide au maximum et je suis pas là pour vous vendre un truc. Si après vous voulez continuer, vous verrez, mais on s'en fout. Là, on a un quart d'heure, trois quarts d'heure ensemble, je vous aide au maximum, voilà et les gens, ils adorent. Là aussi, alors là, tu nous as parlé de toi, mais par rapport à ta clientèle ou par rapport aux Ouais. gens que tu vois, les gens que tu aides, et cetera, ou qui te demandent de l'aide, là aussi, il y a un problème au niveau de l'argent, au niveau de cette éducation, financière? Pas trop ceux avec qui je travaille, mais c'est forcément biaisé parce qu'ils ont vu mon contenu, ils voient la personnalité, etc. Donc non, j'en vois pas beaucoup, j'en vois pas énormément. Par exemple, quelqu'un qui va me dire je vais m'endetter pour bosser avec toi, jamais je l'accepte, des choses comme ça. Donc non, non, non. Franchement non. Non. D'accord. Allez, je vais te poser la question marqueur des experts que je pose à tous mes invités. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens? Quentin, voilà, ça amuse beaucoup l'audience.
Comment tu trouves dynamique? Dynamique et dynamique. Dynamique, dynamique. Dynamique. Alors, tiens, petit truc. Ouais. Clément Vanier, que j'avais interviewé, il m'avait dit à l'époque, et je pense que toi, du coup, je te le dis, c'est un très bon point positif. C'est-à-dire que tu as forcément des questions en tête, mais je trouve que quelqu'un qui fait une bonne interview, c'est quelqu'un qui va rebondir sur les réponses qu'on donne. Et ça, toi, tu le fais. Donc ça, c'est plutôt agréable, plutôt que d'avoir, tu vois, toutes les questions préétablies. Alors forcément que tu as des questions établies, mais ce qui est intéressant, c'est aussi de rebondir. Et lui, Clément, il m'avait dit, voilà, moi, j'ai fait plein d'interviews. Ce qui est intéressant, c'est quand on rebondit sur des choses. Et donc lui, on avait parlé de rien de du tout ce que j'avais prévu. Donc ça, tu le fais aussi. Donc voilà. Dynamique et forcément qu'il y a une trame, mais c'est libre, donc ça c'est bien. Ouais, oui, il faut que ça soit conversationnel. Donc quelque part, il faut une réactivité. Et puis en effet, oui, il faut que ça soit un ping-pong. C'est-à-dire que Ouais. il faut pas nécessairement que, oui, c'est peut-être le conseil qu'on pourrait donner aux gens qui ont envie de faire du podcast d'interview, audio ou vidéo d'ailleurs, c'est de ne pas trop se cantonner à la trame. En effet, si vous avez des questions, mais que l'interviewé, votre invité effectivement parte un peu dans les sentiers battus, bah, il faut le suivre. Faut le suivre. Ça peut être marrant, ça peut être voilà, ça peut être une anecdote. Tu le disais hein, très justement, les gens adorent les anecdotes, voilà, parce que quelque part c'est aussi une sorte d'empathie. Ils se retrouvent dans ce que tu dis et voilà, ils ont l'impression de vivre effectivement des bribes de ton histoire. Quels sont tes alors je parlais de vision tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire là dans les 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans qui arrivent? Alors déjà, je sais même pas ce que je vais faire dans 3 mois. Ce qui est sûr, c'est que je vais continuer à faire du sport. Ce qui est sûr, c'est que je vais continuer. Ça, c'est une question aussi que j'adore. Quand on me dit tu fais quoi dans la vie, bah, je dis je fais du sport et tout. Alors que quand on dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, on s'attend tout de suite à dire le métier, tu vois. Mais non, donc, pour répondre sérieusement, et bah, d'ailleurs c'est une réponse sérieuse, du sport, sûrement croître en tant que personne, apprendre des choses sur le business. Euh, mais au niveau business, je ne sais pas vraiment ce que je vais faire. Comme je te le disais, on en avait parlé un petit peu pour préparer l'interview et tout. Mais l'optimisation fiscale, j'en ferai forcément parce que c'est un domaine qui intéresse les gens. Mais c'est pas mon kiff ultime. Moi, ce que j'aime bien, c'est monter des business, aider les gens à monter des business. Donc, je laisse un petit peu faire les choses. Je fais du contenu, etc. Mais sûrement, soit moi faire d'autres propres business ou alors aider les gens à développer leur business. Mais pour répondre à ta question, si je devais me dire dans 1 an comment je me vois, eh ben, continuer à bosser, c'est-à-dire que plutôt que de me dire, bah tiens, je vais faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires, en fait, moi, je raisonne plus en me disant, bah, je vais continuer à bosser 4 heures par jour, continuer à kiffer, et puis on verra là où ça m'amène. Alors après, attention, hein, s'il y a des coups de collier à mettre, des fois, je fais des journées de 8 heures pendant une semaine, comme tout le monde. Mais voilà, c'est vraiment, je vais continuer à prendre un maximum de plaisir. Et après, attention, c'est pas parce qu'on travaille 4 heures qu'on bosse pas. Moi, j'ai mon avis là-dessus. Dans tous les boulots, si on regarde en temps de travail effectif, si tout le monde a travaillé 4 heures par jour, déjà c'est énorme. 4 heures vraiment de travail effectif, c'est énorme. Mais donc aucune idée vraiment de ce que je serai dans 1 an. J'espère et je pense qu'on continue à créer du contenu parce que c'est quelque chose qui me plaît. Toi, tu disais, j'adore faire des interviews, ça m'anime. Moi, créer du contenu, j'aime bien parce que ça me remet en question, ça me fait faire des recherches, ça m'oblige à synthétiser, à simplifier, etc. Donc sûrement créer du contenu de plus en plus axé sur le business. Et puis après, en fait, les opportunités viendront toutes seules, je pense. Donc, impossible de te dire. Alors, dans 10 ans, j'en parle même pas. Il y a un sujet tiens, qui me vient à l'esprit qu'on n'a pas traité. Est-ce que tu utilises l'IA? Est-ce que tu as un peu un apprenti sorcier de ChatGPT ou de Gemini? Là, par exemple, Google lance très prochainement en France la SGE. Donc voilà, le système IA de force arrive, plus All Overview. Donc la SERP vont être complètement modifiées. Il va plus y avoir de liens cliquables. Ça sera Google qui va aller cliquer sur les liens dans son index. Donc, je te dis pas, au niveau des trafics, ça va être la cata parce que résultat des courses, bah, les sites internet, les blogs vont se retrouver effectivement non pas à zéro mais presque. On a déjà eu d'ailleurs quelques prémices avec la position 0. Hein. Souviens-toi de la position 0 où en fait les gens avaient déjà la réponse et ils cliquaient même pas sur le site quoi. Ok. Et là, ça commence à faire assez peur. Et puis, il faut quand même appeler un chat, c'est-à-dire que pour les gens qui nous écoutent, Google s'est adressé aux développeurs. La dernière keynote là a été très claire.
pour les développeurs au niveau de la directrice de l'IA de Google. Et puis ChatGPT, eh bien, c'est plus effectivement pour le grand public. Et d'ailleurs, Microsoft, je crois, a reculé au niveau de son board, puisqu'il n'est plus au conseil de surveillance, mais il a toujours effectivement des milliards de dollars dedans pour OpenAI. Alors non, je n'utilise pas du tout. Du tout, l'intelligence artificielle pour mon business, même pas pour me poser une question, même pas pour faire un mail, pas du tout. Alors d'une, parce que sur la fiscalité internationale, ça reste un domaine assez technique, et pour avoir fait des tests, ça marche pas. Et de deux, et d'ailleurs, quand je te disais maintenant que je suis pas mal de contenu sur Internet, alors pour moi c'est un petit peu la référence. Euh, en tout cas, c'est la personne que je suis le plus actuellement, Alex Hormozy, entrepreneur américain qui fait beaucoup de contenu. J'ai Et acheté le j'adore. bouquin, j'ai acheté son bouquin cette semaine-là. Ah bah tu vas te régaler. Alors Alex Hormozy, toutes ses vidéos YouTube, ça vaut toutes les formations du monde presque. Alors après, il faut parler anglais. D'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo sur son bouquin résumé en français, etc. Mais j'adore cette phrase d'Alex Hormozy où en fait, alors tant pis, mais je vais quand même le dire. Pour moi, se poser la question de OK, comment je peux réussir avec l'intelligence artificielle, c'est absolument vouloir chercher des raccourcis. Sauf que lui, sa vision, c'est grosso modo, n'importe qui peut réussir très facilement, être millionnaire, voire multimillionnaire à 30 ans. Sauf que quand tu vas dire à un gamin de 20 ans ou à une personne de 20 ans, OK, est-ce que tu veux être millionnaire à 30 ans? Voilà ce qu'il va falloir que tu fasses. En fait, personne est prêt à payer le prix, ou très peu sont prêts à payer le prix. Moi, par exemple, tu pourrais me dire, voilà, tu pourrais gagner 4 fois plus, voilà le prix à payer. Je vais sûrement te dire non. Non, non. Moi, je veux ça, ça me suffit, voilà. Et en fait, ce qu'il dit, lui, c'est que pour avoir des résultats extraordinaires, c'est des petites sommes de choses ordinaires répétées tous les jours. C'est tout bête, mais tu vas aller faire ton footing tous les jours, et ben à la fin de l'année, tu seras peut-être en forme. Tu vas aller te former sur le SEO 1 heure par jour, à la fin de l'année, tu as fait 352 heures là-dessus, tu deviens une machine. Et moi, mon avis là-dessus, au-delà même des résultats financiers, au-delà même du business, la phrase que j'adore, c'est pas parce que tu vas réussir, que tu vas être heureux ou que tu vas devenir telle ou telle personne, c'est parce que tu vas être heureux ou parce que toi-même, en tant que personne, tu vas changer, tu vas réussir. Et sauf que si c'est l'intelligence artificielle qui me fait tout mon travail, eh ben, je ne vais pas changer en tant que personne. Donc, je vais pas. Voilà. Moi, c'est mon histoire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus performant, c'est que j'ai pas de problème d'humilité parce que je me suis cassé la gueule. Si ChatGPT m'avait tout fait, je me serais jamais remis en question, j'aurais jamais échoué, j'aurais jamais perdu d'argent, j'aurais jamais pleuré, j'aurais jamais rigolé, j'aurais jamais. Voilà. Alors, dire qu'il ne faut pas s'en servir, non. Est-ce que moi je m'en sers pour répondre à ta question? Non, pas du tout. Mais c'est vrai que cet entrepreneur est très intéressant parce qu'en Ah fait, oui, il travaille avec sa femme. Il travaille avec sa femme. ouais, ils sont mariés. Euh, Alors, ils ont créé en fait une salle de sport, à ce que j'ai pu comprendre, une salle de musculation, et puis maintenant ils en sont à 5000 et des bananes, quoi. non, ils ont créé, pour faire simple, il a créé des salles, il a créé des salles de muscu. Après, il a aidé les salles de muscu à se développer. Après, il a créé un SaaS, il a revendu. Et aujourd'hui, son boulot, moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, que je fais, que j'aimerais faire, c'est aider les entreprises à se développer. Par exemple, tu dis, bah voilà, Philippe, je Attends, t'aide dans ton business. continue, continue, Ah, Quentin. donc par exemple, c'est moi, je te dis, bah vas-y Philippe, je t'aide à développer ton business avec toute mon expérience, toutes mes ressources, toute mon équipe. Et en contrepartie, voilà, on prend. Alors moi, je l'ai lu en anglais, ouais, il existe en français. Mais moi, en contrepartie, je prends 5-10%. En fait, maintenant, il est actionnaire et il aide des business à se développer. Alors pour faire simple, je crois qu'il prend que les business qui font plus de 10 millions, je crois, par an et il les emmène. Voilà. Et pour donner ça peut te. Moi, pourquoi je trouve que c'est le meilleur? C'est parce que c'est celui qui simplifie au maximum les choses. Et moi, plus j'avance dans le business, plus je me rends compte que c'est faire des choses simples. Et si jamais ça peut t'aider pour ton bouquin, quand il a écrit son bouquin, il en a écrit deux, il va en écrire un troisième. De mémoire, à chaque fois qu'il écrit un livre, il y passe 1 an ou 2, je crois. Et je crois, si je ne veux pas dire de bêtises à vérifier, mais qui fait relire ses livres, notamment par des personnes, et il dit qu'il veut que ça soit d'un niveau de quelqu'un qui est au entrée de collège. En fait, il simplifie au maximum le livre avec des schémas et tous ses concepts au maximum, et à mon avis, c'est pour ça qu'il cartonne autant. Et même en simplifiant, bah, ça n'empêche pas d'attirer les plus grands entrepreneurs, etc., qui bossent avec lui. Et par rapport à ce que tu disais, YouTube, lui, il a fait, donc lui, on parle de 2,5 millions d'abonnés YouTube, une boîte qui fait 250 millions, donc il a 2-3 data, il a 2-3 équipes qui analysent data. Bah, lui, par exemple, par rapport à YouTube, il s'est rendu compte que ça servait à rien qu'il fasse des vidéos de lifestyle, de vlog, de ma vie, etc. Il dit ce qui marche le plus, c'est des vidéos business longues. Donc là, aujourd'hui, il fait que de business, tableau noir, longue, sans montage, etc. Il dit c'est celle qui me rapporte le plus de chiffre d'affaires, et il le dit, je suis pas un influenceur, je suis un entrepreneur.
Donc voilà. Mais je sais pas pourquoi on parlait de ça, mais en tout cas, pas d'intelligence artificielle. Et Alex Hormozy, oui, je recommande vivement. Ouais, tout à fait. Tu vois, j'ai acheté le bouquin. C'est très rare, j'achète un livre parce qu'en fait, je reçois beaucoup des éditeurs, un livre à 2 livres par jour. Mais c'est vrai que là, j'ai eu envie de l'acheter et en fait, il y a une boîte en Bretagne, parce que moi je suis en Bretagne, à Rennes, et juste à côté, là, j'ai donc une boîte qui, en fait, fournit le livre. C'est-à-dire que c'est une boutique et la dame et le monsieur de cette agence a ouvert une sorte de maison d'édition, si tu veux, et Ouais, où il y a en effet effectivement cet auteur. Et ouais, moi, ce qui m'a plu dans l'image de cet auteur, c'est la complicité qu'il a avec sa femme. ouais, C'est-à-dire que quelque part, il y a vraiment l'union qui fait la force, quoi. Et je me suis ouais. retrouvé, tu vois, un peu avec ma compagne, quoi. Vraiment ce côté un petit peu, ouais, on pense aux mêmes choses au même moment, on fait, voilà, on modélise, etc. Et j'ai adoré ça, quoi. Alors lui, il le dit souvent, il dit lui, moi je fais un peu le mariole sur les réseaux sociaux, mais pendant ce temps, c'est sa femme Leïla qui gère tous les business, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Allez, un petit portrait chinois très rapide, effectivement, Yes. pour apprendre à mieux te connaître. Quels sont les 3 livres qui t'ont marqué le plus? Alors, ça peut être des livres de business, ça peut être des livres étrangers, français, etc., que tu peux donner en référence à l'audience. Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Et Excellent. après Dotcom Secret de Russell Brunson et les livres d'Alex Hormozy. Déjà avec ça. D'accord. Le deuxième, c'est quoi? C'est un livre en français? Dotcom Secret, non, c'est en anglais, de Russell Brunson. D'accord, ok, mais J'en ai Napoléon fait Hill, j'en ai fait une vidéo résumée en français justement sur YouTube. C'est Dotcom Secret de Russell Brunson. ah ben j'irai voir ta chaîne. J'irai voir ta chaîne. C'est celui qui a créé ClickFunnels. D'accord, C'est comme d'accord. System.io, quoi. Tu connais Ok, sûrement. ben, tu m'enverras Ouais. l'adresse de ta chaîne, j'irai voir ça. Et au niveau musique, quel style de musique que tu aimes bien quand tu bosses, ou est-ce qu'il te faut du silence? Moi, je sais qu'il me faut du silence, je peux pas travailler avec une musique à côté, quoi. Beaucoup de musique de film. Le plus connu, Hans Zimmer. Ah oui, les Batman, entre autres. Ouais. Voilà, beaucoup de musique comme ça, je me mets quand je travaille. D'accord, Et donc pour ceux qui musique veulent être puissante, hein. productifs Ouais. en travail, et ceux qui veulent être productifs en travaillant, le bruit blanc. Le bruit blanc, c'est le ça augmente ta concentration de 66%. Alors c'est pas agréable, mais ça augmente ta concentration de 66%. Ah ouais, mais c'est quoi, c'est un moteur de tondeuse? Non, bruit blanc, tu peux aller sur internet, tu tapes white noise, bruit blanc, tu as plein d'applications qui te le font. En fait, c'est un système, c'est ton oreille interne va faire abstraction de ce bruit tellement il est gênant et en fait, tu vas être complètement coupé de l'extérieur et donc tu vas être focus. Donc voilà, le bruit blanc. Mais parfois le bruit blanc, mais la plupart du temps, Hans Zimmer plus agréable. D'accord. Quand tu écris plutôt effectivement au papier, sur papier, pour pouvoir effectivement bien placer tes idées, etc. Ou c'est plus sur PC ou sur Kindle? J'écris que sur. Alors, je me lève et la première chose que je fais le matin, c'est soit lire, soit la création de contenu, parce que c'est ce qui demande le plus de fraîcheur. Mais je le fais sur ordinateur, sur l'application Note du Mac. Et j'aimerais bien le faire plus sur téléphone. Pourquoi? Parce que comme sur téléphone, c'est un petit peu plus chiant d'écrire sur téléphone que sur Mac, bah, ça oblige à être synthétique. Donc voilà. Mais j'arrive pas forcément, donc je préfère le faire donc pas du tout sur papier, sur ordi. D'accord. Tu as un petit carnet qui est près de ton lit le soir avec un stylo, si jamais tu as une idée fulgurante que tu voudrais pas reperdre le lendemain? Non, je le note sur mon téléphone et j'ai l'application Note partagée sur iPad, Mac et tout, donc tout se synchronise tout seul comme ça. D'accord. Quel est l'album de musique qui ne t'a jamais quitté de déménagement en déménagement? Alors, je suis pas très 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 musique, mais des compilations de musique de films et sinon peut-être à l'époque quand j'étais jeune Offspring, mais sinon je suis pas très très musique, mais je dirais, ouais, je suis pas très musique. J'aime bien c'est ma mère écoutait ça et j'ai toujours aimé les musiques. Brel, Goldman, les vieilles musiques comme ça, de temps en temps, j'adore m'en mettre. D'accord. Et sinon, est-ce que tu as un porte-bonheur? Est-ce que tu as quelque chose qui t'a jamais quitté et que tu veux surtout pas perdre? Ça peut être une pierre, par exemple, en lithographie, voilà. Ça peut être effectivement je sais pas, un symbole, quelque chose qui d'une certaine manière te parle.
Alors, contrairement à ce que les gens peuvent penser, j'ai un côté parfois très perché. Par exemple, j'ai un pendule, j'adore la voyance, j'adore les choses Mmh. comme ça. Mmh. Alors, je suis très très carré dans le business, mais j'ai un trèfle à 4 feuilles dans mon portefeuille. J'adore le chiffre 8 parce que c'est le chiffre de l'abondance. J'ai pas vraiment de porte-bonheur. Mais je suis attaché aux petites choses simples. Par exemple, elle se reconnaîtra sûrement, Laetitia, mon ex, elle avait deux enfants, dont sa petite qui avait récupéré une pomme de pain en vacances et qui l'avait mis dans ma voiture. Elle m'avait dit, elle m'avait dit, tu me promets, tu la gardes ta pomme de pain tout le temps. Je dis, promis. Et j'ai la pomme de pain dans la voiture. Donc je suis attaché aux petites choses comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé mon site Karma, parce que je crois beaucoup au karma, au fait de bien faire, mais donc pas vraiment de porte-bonheur, mais j'ai quand même un petit trèfle à 4 feuilles dans le portefeuille, j'ai mon petit pendule, j'aime bien le chiffre 8, je fais attention aux petites choses. Ça va faire sourire les gens, mais s'il y a une petite fourmi et autre, bah, plutôt que de l'écraser, bah, je vais faire attention. Si je vois une araignée qui se noie dans le lavabo, je vais essayer de l'enlever. Voilà, c'est des petits trucs comme ça, je dirais. Je me dis, ben, ça sert à rien de faire du mal gratuitement, donc voilà. Et c'est marrant que tu parles de la voyance parce que ma Ouais, grand-mère était voyante, et cartomancienne et médium. ouais. Donc j'ai baigné là-dedans tout petit. Et c'est vrai que c'est un univers très, très fascinant ça, les lames, l'oracle de Béline. J'ai interviewé d'ailleurs, Ami Béline, qui est celui qui a racheté les droits de, comment elle s'appelle? Radioscopie de Jacques Chancel, où il avait reçu, Béline, qui racontait d'ailleurs qu'il avait ressenti, il avait vu la mort de son fils. Et il a créé Ami Béline, donc Patrick, a créé le J314, qui est l'oracle Béline. Oui, en fait, il explique le truc biblique, si tu veux. Je cherche le mot, mais bon, c'est pas grave. Voilà, la correspondance et en fait la logique entre toutes les cartes qui amènent à la création du Christ, etc. Donc c'est assez fort. Tu parlais, oui, ouais, donc tu faisais attention justement de pas écraser un petit Ouais, insecte. de pas faire d'action méchante gratuitement, quoi. Est-ce qu'il y a un ange également, le côté en géologie qui t'intéresse beaucoup? Est-ce que tu fais attention aux heures doublées, par exemple? Alors, je fais pas attention à ça, mais pour avoir fait des choses, moi, ce que j'appelle un petit peu perché, hein, pour avoir étudié les âmes, je suis toujours ouvert à tout. J'essaye de pas avoir de jugement. Par exemple, j'avais travaillé un truc sur, on a différentes âmes, etc. Un petit truc que j'avais appris, c'est que apparemment, quand un avion passe dans le ciel, c'est ma grand-mère qui est décédée, bien sûr, qui me fait un petit bonjour. Donc des petits de détails comme ça. Euh, il y a plein de choses auxquelles je fais attention, mais voilà, j'ai un truc que moi, on n'a pas parlé, mais c'est pas mon domaine en plus, je dirais des grosses bêtises, mais qui m'a beaucoup aidé, c'est le human design. Le human design, c'est, ok, c'est quoi tes points forts, tes points faibles, ton mode de fonctionnement. Par exemple, j'ai compris pourquoi moi je travaillais qu'une demi-heure, une heure, et qu'après je m'arrêtais parce que j'avais besoin de me ressourcer, etc. Donc voilà, mais non, j'ai pas de trucs vraiment perchés, de porte-bonheur, mais ouais, je fais attention à ces petites choses. Je crois beaucoup à ces choses-là en plus, pour avoir vu des trucs, et même sur moi, assez exceptionnels, assez bluffants. Je crois beaucoup à des choses. J'essaye de pas avoir de croyances, surtout, et de me faire ma propre idée. Tu regardes ton signe, ton horoscope chaque mois sur YouTube en tapant horoscope. Non, je te dis ça, moi je le fais, donc c'est pour ça. Ah non, non, je le fais pas du tout, mais, mais par exemple, quand j'ai vraiment des doutes ou autre, bah, des fois, je vais me prendre une consulte de voyance. Alors en fait, c'est biaisé parce qu'au fond de moi, je sais la décision que je vais prendre, mais en fait, ça nous rassure. On a besoin d'être rassuré. Et je trouve que ces trucs qu'on maîtrise pas, c'est peut-être pour nous rassurer, consciemment ou inconsciemment, en disant t'inquiète, ça va aller. Et c'est ce que je dis toujours. On a beau te dire, ouais, Philippe, dans 3 mois, tu vas tout cartonner. C'est horrible ce que je veux dire, mais si toi, tu as décidé de sauter d'un pont demain, bah, dans 3 mois, tu vas rien cartonner du tout. Donc, on reste quand même libre arbitre de tout. Mais ouais, ouais, et je pense que c'est marrant des sujets comme ça. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense qui ont forcément un petit côté un petit peu mystique, un petit côté. Moi, j'ai mes pendules. De temps en temps, je me marre à faire du pendule, etc. J'adore, quoi. Et tu t'as essayé la cartomancie, tirer Pas les du tout. cartes, non? Alors, Tu- moi, en tant on va dire que client, oui, mais non, non, je fais pas du tout. D'accord. Et tu disais que tu allais voir effectivement une voyante, mais c'est toujours la même? Ou en fait tu jongles? Je vais pas voir une voyante, je prends des consultes.
Après, j'ai aussi un côté, je me suis formé à l'époque à une formation de rebouteux. C'est de la réflexothérapie vertébrale et périphérique. Donc, ce qui est génial, c'était un truc qu'on n'expliquait pas il y a quelques années, la rebouterie. En fait, aujourd'hui, c'est une méthode ostéopathique tissulaire qu'à l'époque, je m'étais formé là-dessus. On arrive à l'expliquer scientifiquement. Mais il y avait quand même des trucs, à l'époque, on n'arrivait pas à expliquer. Et pour répondre à ta question, alors oui, non, j'ai pas 40 voyantes, je dois en avoir 2, 3. Et je prends une consultation de temps en temps, mais ça doit être une ou deux fois par an. Voilà. Et Soit quand, parce que je suis vraiment de bonne humeur, voilà, ou soit parce que je suis au fond du sac, j'ai un doute et tout. et quand tu ressors, tu rentres dans ta voiture, t'es reboosté ou au contraire, t'es au fond du Je suis trou, quoi. rassuré. Je suis rassuré. D'accord, ok. Bon, bah, en tout cas, on a vu, on a pu apprendre à mieux te connaître. On voit que d'une certaine manière, que tu es quelqu'un très assis sur le domaine du business. Voilà, l'argent est important. Tu t'en caches pas. Tu l'aimes. Moi aussi, je trouve que d'une certaine manière, on doit aimer l'argent parce que l'argent est un très bon serviteur, mais un très mauvais maître. Donc, il faut savoir l'utiliser. C'est pas une fin en soi, mais avec l'argent, sans argent, on peut rien faire. Donc, automatiquement, moi, les gens qui me disent, bah oui, mais voilà, même si j'ai pas d'argent, bah, j'arrive à faire des choses. Bah, très bien, oui, mais bon, si tu veux vraiment faire des choses qui peuvent apporter aux autres et que voilà, dans la création de contenu ou autre, bah, il te faut un moment ou un autre de l'argent, quoi. Ouais, bah moi c'est ce que je dis tout le temps à ceux qui veulent vraiment aider les autres ou vraiment changer le monde, ben sois milliardaire et puis après t'aideras les autres bénévolement ou en leur donnant de l'argent et là tu pourras vraiment aider les gens. Mais quand t'as pas d'argent, tu peux pas faire des grandes choses, c'est malheureux. Et moi je veux pas faire des grandes choses, hein. Je veux que les gens avec qui je bosse ça se passe bien, que moi ça se passe bien. Mais les gens qui veulent vraiment, d'ailleurs c'est ce qu'on appelle le virtual signaling, c'est-à-dire les gens qui donnent des leçons, qui veulent faire. Quand tu creuses, il y a toujours un truc pas d'aplomb derrière où tu te rends compte plus tôt ou tard qu'eux ils ont des grosses casseroles ou alors des trucs comme ça. Mais voilà, si tu veux vraiment changer le monde, sois milliardaire, bon courage. Quand le prix à payer, je te le laisse, moi, en tout cas personnellement. Et après, tu pourras vraiment changer le monde. Et puis c'est pareil, c'est très hypocrite. Euh, les gens qui disent oui, je vais aider, j'aide, machin, plus ils le disent, moins ils le font. Moi, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Bah, quand il y a quelqu'un qui fait la manche en bas de chez moi, bah, tu lui donnes une pièce, tu lui donnes un truc à manger. Avant de vouloir changer le monde, aide les gens déjà en bas de chez toi, va voir ton voisin, aide tes amis, aide ta famille, avant de vouloir changer le monde, quoi. Il y en a, ils n'ont pas été voir leur grand-mère depuis un an et ils vont t'expliquer qu'il faut donner. Enfin, mais ta gueule, quoi. Va t'occuper des gens que tu peux aider d'abord. Ouais, non, ouais, c'est clair qu'il faut d'abord s'occuper de soi. Il faut déjà effectivement être en phase par rapport à soi, à l'alignement. On n'a pas parlé de l'alignement, mais l'alignement, c'est quelque chose de très, très important. Il faut effectivement croire en soi aussi, hein, ça c'est important aussi. Suivant les signes, on parlait des signes. Moi, je suis Sagittaire ascendant Taureau, donc moi je suis entre le ciel et la terre. Et c'est vrai que c'est quand je suis au bord du ravin, c'est-à-dire que quand je suis à court, par exemple, d'un rendez-vous autre, et vraiment à aller à 1 minute, à 2 minutes, que quelque part je vais mon plein potentiel. Si par contre je me prépare trop avant, etc., je suis pas dedans. Mais c'est quand tu es au bout du truc que tu es. En tout cas pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Par contre, tu es de quel signe et de quel ascendant, Quentin? Oh, ascendant, aucune idée. Taureau, sinon. Ah bah oui, donc ok. Donc bien ancré à la terre, quoi. D'accord, je sais pas du tout les significations, mais ouais, possible. Et ma dernière question avant qu'on se quitte à 1h24. Est-ce que tu as un projet que tu n'as jamais réalisé, mais que tu as au fond de toi et que tu as, voilà, tu avais envie de le réaliser, mais en fait, non, du coup, il est passé à la trappe, quoi. Ah, pas vraiment. À une époque, je t'aurais dit peut-être monter une école un petit peu du business, de l'entrepreneuriat, mais non. Il y a plein de projets sportifs ils sont pas passés à la trappe parce que tôt ou tard, je les ferai. Il y a plein de choses, pourquoi pas avoir une famille, se marier, des choses comme ça. Mais il n'y a rien de fini. Mais de projet qui est vraiment passé à la trappe, je réfléchis, mis à part ne pas avoir assez dit à mes grands-mères, mes grands-pères que je les aimais autant, non, il n'y a pas de choses que je regrette. C'est ce que je dis tout le temps. C'est pas de la chance, hein, mais j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Si demain je meurs, bah, c'est pas tant pis, c'est pas grave. Voilà, bien sûr que ça serait dommage, mais j'ai quand même fait beaucoup de choses et je continue à faire beaucoup de choses. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ouais, j'aimerais. D'ailleurs, se dit en passant, le plus grand regret des gens en fin de vie, c'est d'avoir trop travaillé, de ne pas avoir fait des choses simples et de ne pas avoir réalisé ses rêves. Donc c'est pour ça que je me force parfois à moins travailler, faire des choses simples, aller boire un coup, une bière, faire une interview, passer du bon temps et réaliser ses rêves. Donc j'ai pas vraiment en tout cas, rêve non réalisé aujourd'hui. Tu parlais du karma, tu t'es intéressé un peu aux vies antérieures, à d'où tu venais, Ouais. quels avaient été tes ancêtres, etc.
Alors, dans ma famille, ils sont fans de généalogie et j'ai fait moi des études un petit peu sur comme je te disais, les âmes. On a plusieurs âmes. Mmh. Apparemment, d'après les experts, on se réincarne dans plusieurs trucs. C'est marrant, ces trucs perchés. Et donc, ouais, ouais, alors je suis pas fan, hein, j'ai étudié ça il y a 4 5 ans. Puis un jour, je vais. Mais par exemple, je suis ouvert à tout. J'aimerais bien aller faire une formation sur le foie, un truc avec des chamans. Je trouve qu'il faut être ouvert à tout. C'est mon avis. Et j'aime bien ce côté être très pointu sur le business, la fiscalité, et d'avoir un côté, aller voir des choses un petit peu perchées pour avoir une autre vision. Et comme ça, d'être un petit peu au milieu des deux. Parce qu'il y a des gens, ils vont être, c'est ce que je dis, selon moi, hein, trop dans costard-cravate, et t'en as d'autres, ils vont être trop à élever des chefs dans le Larzac. Bah, c'est bien d'être au milieu des deux, je trouve. Mais t'as pas été voir si justement Non, dans tes vies antérieures, tu avais quelqu'un qui pouvait correspondre à une sorte de guide, un druide ou quelqu'un qui pouvait non. effectivement Je être dans sais la pas si tu as connaissance? quelqu'un à nous conseiller, vas-y, hein, c'est le moment de dire si tu as une personne à nous conseiller qui fait ça, on va tous aller voir. Mais moi je sais que j'avais fait mon thème astral karmique en fait, Ouais. et j'avais appris que oui, j'étais quelqu'un qui était dans l'enseignement et en même temps un chevalier teutonique. Ah Alors, oui, mais c'est teutonique, intéressant, non, c'est mais quand c'est même super qui intéressant ce truc. Mais ouais, ouais, ouais. ouais, je sais que j'ai personne à aller voir, donc si je veux bien que tu me donnes des contacts, j'irai voir, ouais, avec En plaisir. tout cas, s'il y a quelqu'un qui écoute et Oui, qui est astrologue, karmique, un homme ou une femme, bah, qu'elle nous contacte et avec puis, grand plaisir. voilà et qu'elle te fasse ton thème, astral, karmique. Mais c'est intéressant, hein, ça permet vraiment de savoir d'où tu viens, et qui tu étais avant, quoi. Ouais. Oui, oui, non, mais c'est alors moi, j'ai jamais été poussé autant, mais sur la connaissance de soi, parfois, c'est super intéressant aussi de demander, par exemple, à sa maman comment elle a vécu la grossesse. Est-ce qu'elle était calme? Est-ce qu'elle était nerveuse? Est-ce qu'elle était contrariée? Il y a plein, 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 plein de choses. Alors Mmh. après, des fois, je trouve, faut pas non plus rentrer dans la suranalyse. Faut aussi vivre au jour le jour et à un moment donné, on reste propre de nos. Mais oui, il y a plein, plein de trucs très intéressants. Je suis d'accord. Ah bah, moi, tu parles de ça, ma maman, elle avait le poste de radio, sur son ventre. Voilà, tu vois. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai fait de la radio plus tard. Tu sais pas, mais on minimise énormément le subconscient, l'inconscient et la période de la grossesse, je trouve, sur la connaissance de soi. Tout à fait, ça c'est le kiné qui parle. Ouais, et alors nous en kiné on n'est pas formé là-dessus, ça a été après que j'ai découvert ça. Nous en kiné c'est après la naissance souvent, mais là-dessus, ouais, ouais, il y a beaucoup C'est pour ça que c'est ce que je dis tout le temps. Selon moi, les meilleures personnes qui seraient à même le plus d'accompagner les personnes dans le business, c'est pas des gars sur des tunnels de vente, de la stratégie, des choses comme ça, mais c'est plutôt sur la connaissance de soi. C'est à partir du moment où tu te poses vraiment les bonnes questions de OK, pourquoi je veux réussir, pourquoi je veux monter mon business, qu'est-ce que je veux, etc. À partir du moment où tu as vraiment un petit peu tout aligné, tout dit OK, bah, je veux le faire parce que je veux que ma fille soit fière de moi, que mon mari soit fier de moi, que ma femme soit fière de moi, etc. Et bah là, les solutions, tu vas les trouver aujourd'hui. Bah, comme tu disais, YouTube, ChatGPT, il y a tout sur Internet gratuit maintenant aujourd'hui. Tout à fait. Eh bien, Quentin, on peut continuer cette discussion avec toi si on a été sensibilisé par tes propos. Donc, les réseaux sociaux, peut-être t'envoyer des commentaires sur ta chaîne YouTube sur une vidéo qui nous a interceptés. Bah, le plus simple, c'est le mieux pour toi et pour tout le monde. C'est si les gens ont des questions, ils te poseront les questions et puis tu me diras. Moi, je viendrai y répondre sous la vidéo. Après, les gens, comme je le dis, moi, je trouve qu'ils sont assez grands. Quentin Sélorier, ils arriveront à le taper et ils me trouveront très facilement sur les différents réseaux. Mais ça serait intéressant de voir les questions que posent les gens par rapport à la vidéo, ou les conneries qu'on a dites, ou les trucs qui ont marqué, etc. Et c'est avec grand plaisir que je prendrai le temps d'y répondre moi. Tout à fait, oui, une petite réaction à nos histoires de vie, comme on dit. Ouais. Bah écoute, merci Quentin. Et puis, bah, peut-être qu'un jour je te réinviterai sur le fait de parler du pendule, de tout ça. Ce serait intéressant. Peut-être, Tiens, mais c'est tu vraiment sais, on disait un dans 10 ans, partenariat qu'est-ce que que je tu fais? business avec tout ça. Ça se trouve, j'aurai plus de business dans 10 ans et je ferai des consultations de voyance, on sait pas, hein? Et oui, avec Ah grand oui, plaisir. oui. Mais j'en ai interviewé beaucoup, hein, des voyants. Dernièrement, Claude Alexis, par exemple. Je connais pas du tout le domaine, mais oui, mais c'est super intéressant, ouais. Merci à toi, en tout cas, merci à vous de nous avoir suivis et d'avoir été patients. N'hésitez pas à commenter donc cette interview, à la liker, à partager également, à vous abonner à ma chaîne YouTube comme à celle effectivement de Quentin. Et puis je vous dis à très bientôt avec un nouvel invité dans les experts Parole de leader. C'était Philippe Belgrand, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, suivant effectivement où vous serez. Merci.